Très bien. Bon, bah, écoutez, bienvenue à tous et à toutes. Je propose de commencer, puis les derniers nous reprendront au fil de l'eau. Donc, bienvenue pour ce Café Climat, donc un des rendez-vous qu'on organise régulièrement à l'Agence parisienne du climat autour des sujets qui touchent au plan climat. Et on avait décidé pour cet hiver 2022-2023, marqué par un contexte de crise énergétique notamment, d'aborder la notion de la sobriété qui est revenue sur le premier plan de l'actualité, même sinon évidemment une notion dont on parle depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Vous avez peut-être d'ailleurs participé à ce premier Café Climat en décembre. On avait plutôt adopté une perspective de court terme en se demandant comment est-ce qu'on pouvait réduire, grâce à la sobriété, rapidement et efficacement les consommations d'électricité, d'énergie plus largement, pour passer cette crise énergétique. Et puis là, on voulait prendre un peu plus de recul, se projeter un peu plus loin, en se demandant comment, parce qu'il n'y a pas que la crise énergétique, il y a aussi les crises environnementales, la crise climatique notamment, qui nous imposent de réduire nos consommations d'énergie et d'adopter des comportements plus sobres. Comment est-ce qu'on pouvait imaginer une société plus sobre en se projetant à l'horizon 2050? Donc peut-être quelques mots de présentation pour commencer sur l'Agence parisienne du climat pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc on a été créé il y a 11 ans maintenant par la ville de Paris pour l'accompagner dans la mise en œuvre opérationnelle de son plan climat. Donc on est une association dont l'objectif est d'abord d'informer, de conseiller et d'agir pour le climat. On a notamment un rôle de conseil à la rénovation énergétique, mais également un rôle voilà, d'information pour les citoyens. C'est dans cette optique que nous organisons ces cafés climat. On a également un rôle d'accélérateur de la mise en œuvre de la transition écologique à travers notamment la mobilisation des professionnels du bâtiment, mais plus largement des acteurs économiques pour réduire leur empreinte carbone. Et puis enfin, un rôle d'animation du laboratoire de la transition énergétique et écologique en fédérant l'écosystème local, notamment en soutenant des projets innovants. Et puis on a également un rôle de décryptage des politiques publiques. Donc pour ce webinaire, donc le format webinaire fait qu'il y a seulement les panélistes qui ont leur micro et leur caméra, mais les cafés climat, c'est un format qui se veut interactif. Donc on a une large partie de la conférence qui est dédiée aux questions-réponses. Vous pouvez participer, poser vos questions grâce à l'onglet QR que vous avez dans votre menu juste à droite de l'onglet discussion. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions là. Les panélistes pourront soit vous répondre directement, on sélectionnera aussi des questions pour répondre à l'oral devant tout le monde. Et il y a également un replay qui sera disponible sur notre chaîne YouTube pour ceux qui voudraient partager ensuite cet événement pour ceux qui l'auraient raté. Donc voilà, je présenterai les panélistes au fur et à mesure. On aura donc Nathalie Lemaître de RTE, déléguée pour les régions Île-de-France et Normandie, pour commencer. Donc je vais lui passer la parole tout de suite. Déjà peut-être si vous pouvez présenter en une ou deux phrases RTE et puis votre rapport futur énergétique 2050 pour ce qui est la raison pour laquelle vous intervenez aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, merci pour votre invitation. Donc RTE, c'est le réseau de transport d'électricité. On a pour mission de développer, de maintenir et d'exploiter ce réseau qui est un réseau très haute tension qui couvre l'ensemble du territoire français et qui sert à acheminer l'électricité des lieux où elle est produite vers les lieux où elle est consommée sur l'ensemble du territoire et également en interaction avec les pays voisins pour tout ce qui est import-export d'électricité, de façon à ce que chacun soit alimenté en électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis on a une deuxième mission qui est d'assurer l'équilibre fin entre production et consommation d'électricité en temps réel pour l'ensemble des producteurs et des consommateurs français. Et dans le cadre de cette mission, on a un petit peu entendu parler de nous cet hiver avec les risques de coupure. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur la mesure des effets de sobriété
des actions de sobriété qui ont été mises en œuvre cet hiver, puisqu'on a pu évaluer que la consommation d'électricité cet hiver était en moyenne 8,5% inférieure à celle des hivers précédents. Donc voilà, c'est le signe que les actions de sobriété qui ont été mises en œuvre par les consommateurs français cet hiver ont porté des fruits. Et alors, le rapport Futur énergétique 2050, c'est un rapport qu'on a publié il y a un an, et dont l'objectif est de se projeter sur l'échéance 2050 et de dessiner plusieurs scénarios pour atteindre la neutralité carbone à cette échéance-là. Donc, c'est des scénarios qui concernent la consommation d'énergie, et plus particulièrement la consommation d'électricité, mais aussi différents moyens de renouveler le parc de production d'électricité actuel, puisque d'ici à 2050, la grande majorité des moyens de production d'électricité qui fonctionnent aujourd'hui devront être remplacés. Très bien. Et donc, sur ces scénarios que vous avez établis, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'implique l'objectif de neutralité carbone 2050 au niveau notamment des consommations d'énergie? Alors, pour ce qui concerne les consommations d'énergie, atteindre la neutralité carbone en 2050, ça suppose de réduire globalement nos consommations d'énergie de 40%. Donc ça passe par des actions d'efficacité énergétique et de sobriété. Donc là, je parle des consommations d'énergie globales, hein. Aujourd'hui, dans nos consommations d'énergie, les énergies fossiles représentent 60% de nos consommations d'énergie. Donc la deuxième condition pour atteindre cette neutralité carbone en 2050, c'est d'abandonner ces énergies fossiles et de les remplacer par des énergies décarbonées. Alors, ça peut être, enfin, en tout cas, des énergies, ça peut être du gaz renouvelable, du gaz décarboné. Ça peut être aussi de l'électricité à partir du moment où on la produit avec des moyens décarbonés. Donc, ça veut dire cet abandon des énergies fossiles que pour ce qui concerne la consommation d'électricité, elle va augmenter de 35%. Donc voilà, baisse des consommations d'énergie globalement de 40% et substitution des énergies fossiles par des énergies décarbonées, dont l'électricité, ce qui conduit à une augmentation de la consommation d'électricité de 35%. Alors, si vous Très voulez, bien. je Oui. peux rentrer un peu dans le détail, mais voilà. Oui, bah, allez-y. Alors, cette augmentation des consommations d'électricité, hein, de 35%, elle s'explique par plusieurs effets. Il y a un effet volume, on est un peu plus équipé, chacun en équipement, en appareil qui consomme l'électricité. Il y a un gros effet électrification des usages. Donc ça, c'est concrètement le chauffage au gaz, au fioul qui est remplacé par des pompes à chaleur ou du chauffage électrique. C'est la mobilité thermique, les voitures à essence ou au gasoil qui passent à l'électrique. C'est aussi l'industrie qui se décarbone et notamment dans l'industrie, la consommation, enfin la production d'hydrogène qui passe d'une production carbonée à une production par électrolyse de l'eau qui consomme de l'électricité. Donc ça, c'est le gros effet, l'électrification des usages, le gros effet d'augmentation de la consommation d'électricité qui est partiellement compensé par de l'efficacité énergétique. Mais vous voyez que globalement, on passe d'une consommation annuelle de 475 TWh à 645 TWh en 2050 dans notre scénario de référence. Après, on a fait un scénario plus sobre, mais je peux y revenir sur la slide suivante. Voilà. Oui, donc on voit bien que c'est une transformation très importante hein, qui est nécessaire, et bah, notamment pour rendre cette transformation peut-être plus faisable, plus facile, moins coûteuse. Quel est le rôle que la sobriété peut jouer? Alors, donc dans notre scénario de référence, on a pris en compte l'effet de l'efficacité énergétique. Donc, l'efficacité énergétique, pour mémoire, hein, pour nous, qu'est-ce qu'on met derrière? C'est la réduction des consommations unitaires des équipements. Aujourd'hui, si vous remplacez votre frigidaire par un un réfrigérateur récent, il consommera moins que l'ancien. Les matériels informatiques, les tablettes consomment beaucoup moins que les ordinateurs qu'on avait il y a quelques années. Premier élément d'efficacité énergétique. Deuxième, la rénovation thermique des bâtiments qui permet de réduire significativement la consommation des bâtiments.
Ça, c'est l'efficacité. On peut aller au-delà avec des mesures de sobriété où là, on est plus sur des modifications de nos modes de vie. Alors, ça peut concerner l'habitat. Hein, c'est finalement moins de surface par habitant. Donc avec l'augmentation de l'habitat partagé ou la limitation volontaire de la consommation de chauffage. On a beaucoup dit cet hiver, 1 degré de moins sur la température de consigne du chauffage, c'est 7% d'économie sur la facture. Également, réduction volontaire de la consommation ou de la température de l'eau chaude. Ça, c'est pour l'habitat. Sur le travail et sur le commerce, c'est plus de télétravail, c'est moins de surface de bureau par salarié, par travailleur. C'est un moindre équipement aussi en matériel informatique. Concernant les déplacements, c'est des véhicules plus petits, c'est moins de déplacements, donc ça c'est lié au télétravail, plus de covoiturage, plus de transport en commun ou plus de mobilité douce. Et puis, dans l'activité industrielle, il y a un effet sobriété aussi concernant, par exemple, dans l'industrie alimentaire, le moindre recours à une alimentation transformée. Donc, une réduction de la production de biens, également grâce à la durée de vie des équipements, un allongement de la durée de vie des équipements. Voilà, ces actions de sobriété, elles permettraient, tout à l'heure j'ai dit que dans notre scénario de référence, la consommation d'électricité augmentait de 35%. Si on mettait en œuvre ces actions de sobriété, on pourrait limiter l'augmentation de la consommation d'électricité à 17% seulement entre maintenant et 2050. Donc, cette réduction de l'augmentation de la consommation d'électricité, ça aurait des impacts sur le parc de production à développer, sur le coût global du système électrique. Voilà, c'est ce qu'on voit sur ce slide. Donc, comme je disais tout à l'heure, d'ici à 2050, il va falloir renouveler quasi en totalité le parc de production existant, le parc nucléaire qui produit aujourd'hui 75% de l'électricité. Il doit s'arrêter entre 2040, 50 et 2060. Et donc aujourd'hui, la question est ouverte de savoir par quoi on remplace ce parc. Et on doit non seulement le remplacer, mais en augmenter la capacité puisque la consommation d'électricité va augmenter. Et donc, il y a plusieurs scénarios qui ont été étudiés par RTE qui vont d'un mix électrique 100% renouvelable à un mix qui serait 100% renouvelable, 100% nucléaire. Ça, c'est une décision qui appartient au gouvernement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si on mettait en œuvre des actions de sobriété, évidemment, ça permet de limiter le développement de ces nouveaux moyens de production. Et ce qu'on voit sur ces graphes-là, donc c'est des objectifs de développement de photovoltaïque, des parcs éoliens terrestres ou parcs éoliens en mer. Et on voit sur les points noirs, ça représente dans les différents scénarios ce qu'il faudrait développer comme nouveaux moyens sans action de sobriété. Et les graphes de couleur qui sont, donc vous le voyez à chaque fois inférieurs, montrent ce qu'il faut développer, mais qui est moindre si on met en œuvre des actions de sobriété. Voilà, donc le message principal que je veux passer, c'est dans tous les cas, il faut développer rapidement et massivement des énergies renouvelables dans tous les scénarios, encore plus si on veut se passer de nucléaire. Mais on peut limiter le développement de ces moyens de production si on met en œuvre une politique très volontariste au niveau sobriété, et ça aura un impact sur le coût global du système électrique, et c'est le slide suivant. Où on voit que dans les prochaines années, l'augmentation du coût du système électrique entre 2020 et 2050, il augmente de 15% dans notre scénario de référence, et on peut limiter cette augmentation si on met en œuvre des actions de sobriété et qu'on limite l'augmentation de la consommation d'électricité. Très bien, merci beaucoup pour cette intervention. Je pose peut-être une première question, on posera les autres à la fin, mais voilà, une question un peu précise sur le début de votre intervention sur la baisse des consommations d'énergie constatée cet hiver. Voilà, Marie-Pierre Ravilly nous demande est-ce qu'on sait estimer la part de changement de comportement par rapport à la part liée à l'augmentation des températures?
Alors, quand je dis que la consommation d'électricité a baissé de 8,5% par rapport aux hivers précédents, c'est une fois corrigé les effets de la météo. Parce qu'en effet, la consommation d'électricité, elle est très liée aux conditions météo, mais on corrige cet effet pour isoler la part des actions volontaires de réduction de consommation. Alors après, dans les 8,5%, il y a une part liée dans des secteurs industriels à une baisse d'activité du fait des prix élevés de l'électricité. Et puis, il y a une part chez les particuliers, chez les commerçants, dans les bureaux, liée à des actions volontaires de sobriété. Très bien. Donc, je vous propose maintenant de donner la parole à Thibaut Faucon de l'ADEME, à moins que vous vouliez, voilà, donc qui est responsable des démarches systémiques et prospectives en Île-de-France. Et je vous propose d'abord de peut-être vous présenter en 2 mots, mais aussi votre travail Transition 2050 que vous allez développer aujourd'hui. Oui, alors bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors moi, je vais essayer effectivement ce soir de vous introduire ces travaux de prospective, ces derniers travaux de prospective que l'ADEME a réalisés, qui ont été publiés en fin d'année 2021. Un peu au même moment que ceux de RTE, voilà, pour profiter de la dynamique de la présidentielle et participer et contribuer en tout cas au débat public. Donc les 2 principaux objectifs de cet exercice étaient de chercher à illustrer le champ des possibles à long terme en matière de trajectoire de neutralité carbone et surtout d'en explorer les diverses implications et contreparties de chacun de ces chemins possibles. Et puis le deuxième objectif, c'est de contribuer à éclairer donc les décisions qu'on va devoir prendre collectivement à court et moyen terme, donc par un exercice de pensée le plus collectif possible. Et donc ça s'est traduit par ces 4 archétypes de scénarios avec des visions volontairement très contrastées finalement sur le contexte macroéconomique, sur les évolutions technologiques, l'aménagement du territoire, les modes de vie, ou encore les modèles d'organisation, les modèles économiques. Donc ce sont à la fois des récits de société, autant que des prospectives techniques. Et donc ces 4 scénarios, est-ce que vous pouvez donner les grandes tendances, les grandes lignes de chacun? Alors ouais, c'est le slide, voilà, vous êtes dessus, très bien. Donc je vais d'emblée écarter assez rapidement les scénarios S3, S4 parce que finalement ils sont assez peu illustratifs de la thématique sobriété que vous souhaitiez aborder ce soir, puisque en un mot, le scénario S3, technologie verte, c'est, je dirais, la prolongation tendancielle de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, donc encore dominé par un paradigme consumérisme vert, avec le recours à des technologies de décarbonation assez intensives. Et puis un modèle métropolitain, enfin, voilà, de métropolisation qui se poursuit. Et pour le scénario S4, là, on est plutôt sur un récit assez descriptif de rupture, mais avec une augmentation, une explosion de la consommation d'énergie et pareil, du recours à des technologies très intensives en ressources et en particulier des technologies qui sont assez peu matures aujourd'hui à grande échelle, comme les technologies de captage de CO2 dans l'air. Donc, je préfère les écarter tout de suite pour me concentrer davantage sur le récit des 2 premiers scénarios. Donc, le scénario S1, qui s'appelle Génération frugale, donc comme son nom l'indique, on nous projette véritablement dans une société qui va être en recherche de sens en permanence, qui va miser davantage sur la frugalité en partie choisie, mais aussi en partie contrainte, avec une préférence pour le local et une nature qui va être fortement sanctuarisée. Donc, des modes de vie qui vont fortement évoluer, notamment en matière d'alimentation, avec une division par 3 de la consommation de viande et une part du bio qui va atteindre les 70% du régime alimentaire. Dans l'habitat et le logement, là va s'opérer un fort programme de rénovation massif et très rapide, avec une limitation forte de la construction neuve, en privilégiant plutôt la transformation des logements vacants et des résidences secondaires en résidences principales. Pour la mobilité, on va aussi être sur une dynamique de réduction très forte de la mobilité, avec près d'un tiers des kilomètres parcourus par personne qui vont être réduits par rapport à la mobilité d'aujourd'hui, et puis à la moitié quasiment des trajets qui sont réalisés à pied ou à vélo. Notre rapport à la technique va aussi fortement évoluer,
On va davantage miser sur l'innovation à la fois organisationnelle et technologique, avec une généralisation des démarches de technodiscernement ou de low-tech, comme on dit aujourd'hui, en complément du déploiement des autres leviers d'économie circulaire plus traditionnels, comme le réemploi, la réutilisation et la réparation. Dans cette société, dans ce monde-là, les décisions vont être plutôt prises au niveau local, avec une faible coopération internationale finalement. Et puis, en parallèle de ça, des politiques, des politiques publiques de réglementation, d'interdiction et de rationnement via des systèmes de quotas pour accompagner et inciter, encourager la planification et la gestion, dans la gestion de la sobriété pour qu'elle soit la plus équitable possible. En matière d'aménagement du territoire, on va être dans une logique de démétropolisation en faveur des villes moyennes et des campagnes, avec un rôle structurant pour les collectivités et les territoires. Et sur le plan macroéconomique, on va chercher à mettre davantage en avant de nouveaux indicateurs de prospérité, comme les écarts de revenus, la qualité de vie, l'espérance de vie en bonne santé, l'accès à la mobilité, à la culture, aux soins, à l'instruction. Et tout ça dans un contexte de commerce international fortement contracté. Et sur le plan industriel, on va être plutôt dans une logique de production au plus près des besoins. Voilà, puisqu'on est dans un paradigme de sobriété globale, et puis des taux de recyclage et d'intégration de matières premières recyclées, notamment pour l'acier, l'aluminium, le verre, le papier ou encore les plastiques, qui vont atteindre près de 70% des flux qui sont injectés dans l'économie. Et pour le scénario numéro 2, donc coopération territoriale, donc là, comme son nom l'indique aussi, là on est dans une société du partage et de la coopération, avec un sens aigu de l'équité et de la préservation aussi de la nature. Les modes de vie vont évoluer de manière plus progressive, avec notamment pour l'alimentation une division par 2 de la consommation de viande quand même, et une part du bio qui va atteindre 50% aussi. L'habitat, lui, va toujours être sur une logique sur le créneau de la rénovation massive, mais là encore avec une évolution plus graduelle. Notamment avec le déploiement de la cohabitation plus développée, et puis l'adaptation de la taille des logements à celle des ménages dans une logique de sobriété dimensionnelle. On pourrait y revenir si vous le souhaitez. Et puis sur la mobilité, pareil, on reste sur une tendance baissière de la mobilité, avec près de moins 20% de kilomètres parcourus par personne, et toujours près de la moitié des trajets qui sont réalisés à pied ou à vélo. Par rapport à la technologie, là, on va miser aussi, en plus de la sobriété, sur l'efficacité énergétique, le déploiement des énergies renouvelables et les infrastructures associées, et puis un numérique qui va être au service du développement territorial, un peu comme dans le premier scénario. Et en termes de gouvernance, là, on est sur des politiques qui vont mettre l'accent sur l'outil de la fiscalité environnementale, et notamment de la redistribution du produit fiscal, une gouvernance qui reste très fortement partagée, ouverte, et puis des décisions qui vont être prises plutôt nationales et avec une coopération européenne renforcée. Et sur le plan territorial, on rejoint un peu le premier scénario, avec toujours cette dynamique de reconquête démographique des villes moyennes et des campagnes, avec une coopération toujours entre les territoires et une politique de planification énergétique et des politiques foncières en cohérence. Sur le plan macroéconomique, là, on va être sur une réindustrialisation d'un certain nombre de secteurs clés en lien avec les territoires, dans un contexte de commerce international qui, là aussi, va être fortement régulé. On parle de croissance, entre guillemets, qualitative. Voilà ce que Très je bien. voulais dire sur dans les Peut-être si grandes on fait lignes. un petit zoom sur cette notion de sobriété, donc qui se décline différemment selon ces 4 scénarios, et vous l'avez dit principalement sur ces 2 premiers. Voilà, est-ce Ouais. qu'on fait un petit comparatif, notamment en lien aussi avec les autres leviers? Ouais, je pense que ça transparaissait un petit peu dans le récit que j'ai fait des 4 scénarios très rapidement, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que dans S1 et S2, en fait, on va clairement faire davantage appel au levier de la sobriété, tandis que dans S3, S4, on va davantage recourir au levier de l'innovation technologique. Donc avec un pari humain dans le scénario S1, et un pari plutôt technologique dans le scénario S4.
Les scénarios diffèrent également sur le plan de la gouvernance, hein, on l'a dit. Alors, j'ai zappé le levier de l'efficacité, mais on voit qu'effectivement, l'efficacité, de fait, va davantage être promue dans le scénario S3, S4 qui fait appel à davantage de technologies. Et dans la décarbonation de l'énergie, bon, en fait, ils sont assez équivalents dans les différents scénarios, sauf S4 qui va plutôt miser sur des technologies de capture et de stockage finalement de l'énergie. Et sur le plan de la gouvernance, on l'a vu, plutôt local au niveau pour les scénarios S1, S2, et plutôt une gouvernance globale, enfin nationale, voire internationale, pour S3 et S4. Il y a aussi une différence en termes de gestion des impacts, puisqu'on est plutôt dans une démarche d'évitement des impacts dans le scénario S1, S2, donc et, conformément avec le paradigme de la sobriété, tandis que dans S3, S4, là on est plutôt dans une démarche de réparation et de compensation des impacts du système technico-économique qui est globalement maintenu par rapport à aujourd'hui. On peut voir sur ce tableau que plus on a de sobriété, d'un côté, plus ça nous demande des efforts individuels de changement de comportement, individuels et collectifs, mais de l'autre, ça nous permet d'éviter le plus d'impact liés au Tout à changement fait. climatique notamment. Donc la question qui se pose, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans la sobriété et pour quelles conséquences? En fait, l'idée principale, je pense, c'est de se dire que la décarbonation de l'énergie, enfin de l'économie de manière générale, elle va être d'autant plus facile que la demande sera faible. Donc, pour cela, pour réduire la demande, il y a deux leviers, hein, la sobriété et l'efficacité énergétique, sachant que le deuxième, l'efficacité, se heurte aussi à des limites physiques et technologiques. Donc on l'a dit, le scénario S1, S2 vont davantage miser sur le questionnement des modèles socio-économiques avec une réduction de la consommation et il y a une société qui va davantage privilégier les liens sociaux à l'accumulation de biens matériels. Alors ce qui est la bonne nouvelle, c'est que ça reste c'est assez compatible avec les aspirations naissantes que l'on mesure de plus en plus dans les sondages auprès des Français. On constate aussi dans les sondages réalisés, les enquêtes réalisées par l'ADEME. Dans S3, dans le scénario S3 qui mise davantage sur la technologie et l'efficacité énergétique, là, il y a un enjeu autour de l'équilibre à trouver entre le développement des technologies et l'augmentation des consommations, sachant que le développement de ces technologies vont nécessiter du temps, des délais, qui retardent de fait la diminution des émissions. Et c'est pour ça que c'est un des scénarios dont le solde global d'émissions à la fin de la période de transition qui reste relativement important par rapport aux autres scénarios. Et pour S4, il n'y a aucun levier de sobriété. Donc on mise, c'est vraiment la fuite en avant technologique qui présente quand même pas mal de risques aussi, avec des consommations très importantes d'énergie. Donc ce qui est important quand même de noter, c'est que dans chacun des scénarios, il y a quand même de fortes résistances qui va probablement apparaître face aux transformations, qu'elles soient sociales ou technologiques, qui se veulent rapides et assez fortes. Alors dans S1, on va recourir donc on l'a dit un peu dans la contrainte, il y a des politiques de réglementation qui vont nécessiter en fait un important effort d'explication et de pédagogie pour faire accepter finalement ces politiques de sobriété. On est en présence vraiment de risques de clivage forts, voire violents au sein de la société. Dans S2, là, on fait le pari du consensus, la recherche du consensus social à travers une gouvernance ouverte. Mais il faut savoir aussi que ça ralentit le rythme de la transformation aussi potentiellement. Et puis dans S4, on l'a dit, hein, c'est vraiment le pari technologique. Donc il y a un enjeu de changement aussi d'imaginaire collectif à travailler collectivement. Et puis bien sûr, le dernier point, c'est que la question de la sobriété, elle ne peut pas être pensée indépendamment de la question des inégalités et de la justice sociale. On sait aujourd'hui, il y a une forte corrélation entre les modes de vie, les niveaux de richesse et les niveaux d'empreinte écologique. Donc c'est des politiques qui doivent être menées de front. Très bien. En tout cas, si vous intéresse, du coup, vous avez
toutes ces ressources pour aller plus loin? Je propose de les présenter Exactement. rapidement. Très rapidement, en fait, il existe une plateforme qui a été créée à l'occasion de ces travaux qui s'appelle transition2050.dem.fr et vous pouvez y retrouver tous les documents qui ont été produits, donc le rapport qui fait près de 700 pages, donc, voilà, mais sinon il y a la synthèse et le résumé exécutif qui sont beaucoup moins longs et qui vous donnent déjà une bonne vision de ces travaux. Il y a une vidéo qui est aussi disponible sur YouTube qui présente plus longuement les quatre scénarios. Et puis il y a aussi des podcasts qui ont été créés à l'occasion de ces scénarios. Il existe aussi des annexes techniques qui sont des focus techniques sur un certain nombre de sujets à fort enjeu pour l'ADEME. Voilà, et donc ça a fait l'occasion de ce qu'on a appelé des feuilletons. Voilà, vous pouvez la retrouver également. Il y a aussi des infographies. Voilà, si vous souhaitez communiquer aussi sur, voilà, vous pouvez vous en emparer et les utiliser à bon escient, bien sûr. Bien, merci beaucoup. Donc, on vous retrouvera donc dans la deuxième partie, un peu de discussion avec les autres panélistes. Je vous propose donc de donner la parole maintenant à Marie-Laure Falk-Masset, qui est chargée d'études énergie-climat à l'Institut Paris Région. Donc, je vous propose, voilà, comme les autres, de présenter rapidement l'Institut Paris Région et peut-être aussi l'AREC. Et puis rapidement également les travaux que vous menez là-bas, même si vous y reviendrez un petit peu plus en détail plus tard. On vous entend pas si jamais vous parlez. Ah non, on vous entend pas. Je sais pas, peut-être essayer de rebrancher votre casque. Là, c'est le micro qui est coupé. Oui, allez-y, essayez. Je réessaye. Ah, ça marche. Parfait. Ça marche, super. Donc, excusez-moi. Oui, l'Institut Paris Région, c'est l'agence d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France, autrefois connue sous le nom IAU. Et donc, à l'Institut Paris Région, il y a plusieurs départements. Et moi, je travaille au département AREC, qui est le département énergie-climat. Donc, le département énergie-climat, comme son nom l'indique, travaille sur toutes les politiques atténuation, adaptation, donc beaucoup d'ailleurs sur l'adaptation au changement climatique, mais bien sûr sur tous les sujets de la sobriété, de l'efficacité, par exemple à travers la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels ou tertiaires, et puis le développement des énergies renouvelables, pas mal sur la méthanisation, donc le soutien en politique régionale de méthanisation, de développement du solaire photovoltaïque, la géothermie, par exemple. Et puis, on anime également le club hydrogène. Très bien. Donc, je vous propose de commencer par donner votre définition, votre approche de la sobriété. Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas ma définition, c'est une définition, quand on parle de définition sur la sobriété, ça déchaîne pas mal de discussions. En tout cas, il y a la définition du Haut Conseil pour le climat, démarche qui vise à réduire les consommations d'énergie, mais pas que, et consommations de ressources, par des changements de comportement, de mode de vie et d'organisation collective. Évidemment, pour que ce soit une sobriété choisie, eh bien, ce sont des changements qui doivent être volontaires et organisés. Et surtout, ça veut dire qu'on s'interroge d'abord sur les besoins, sur nos propres besoins, au fin d'adapter les usages à ces besoins. Et il y a eu une avancée très, très intéressante en 2022. Le dernier rapport du GIEC a, pour la première fois, cité la sobriété dans le rapport et le définit à peu près de la même manière, ensemble de mesures et de pratiques quotidiennes qui permettent d'éviter la demande d'énergie, de matériaux, de terre et d'eau, et tout en assurant le bien-être de tous les êtres humains dans les limites de la planète. Et ça, c'est intéressant puisque ça introduit aussi la notion de finitude des ressources. Bien, donc on voit qu'il y a différentes définitions de la sobriété. Est-ce qu'on peut aussi dire qu'il y a différents types de sobriété? Il y a différents types de sobriété, tout à fait. Et là, on part des travaux de l'association Négawatt, l'association Négawatt qui, il y a bien longtemps, avait bien travaillé sur cette distinction entre la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique et le développement des renouvelables. Donc,
mégawatts au départ était très focalisé bien sûr sur la sobriété énergétique, on va dire stricto sensu, voilà, mais avait bien remis ce triptyque remet bien en avant le fait que la sobriété, bah, c'est tout ce qui va concerner les comportements en tout cas, et que l'efficacité, là, on se tourne plutôt vers la technologie. Qui dit technologie, ça va être des mesures comme l'isolation de la maison, le changement, effectivement, comme a été évoqué tout à l'heure, d'un frigidaire plus performant, par exemple. Les voitures, c'est la même chose, etc. Donc, le négawatt distingue 4 leviers d'action de sobriété. Donc, une sobriété qui peut être dimensionnelle. Donc là, on va dire, on va adapter la taille en fait de l'équipement à son besoin. C'est sûr, avoir une énorme voiture quand on est tout seul, c'est pas forcément adapté. Également, avoir un frigo surdimensionné non plus. Donc, il faut vraiment réfléchir sur ça. La sobriété d'usage, c'est le niveau d'utilisation et d'exploitation d'un appareil ou d'un équipement. Et on prend comme exemple effectivement les veilles, plutôt débrancher ces appareils que de les laisser en veille, puisque avec les veilles, ça continue à consommer. Un autre point est la sobriété collaborative, et là, c'est l'idée de mettre en place des organisations collectives et de mutualiser les biens et services. On le fait déjà sans le savoir, la plupart du temps, mutualiser les biens et services, ça renvoie au transport en commun, par exemple, de manière assez simple. Et enfin, la sobriété structurelle, donc il y a un petit peu plus un ancrage de long terme qui consiste à créer dans l'organisation de l'espace et de nos activités les conditions pour pouvoir modérer la consommation. Et là, ce sera tout ce qui a trait à l'aménagement du territoire. Ça peut être un aménagement qui peut permettre de réduire les distances à parcourir pour se loger, pour se nourrir, pour aller travailler, pour s'habiller, etc. Avec un exemple, un exemple très proche, puisque ça a été c'est promu également à travers le concept de la ville du quart d'heure, à titre d'exemple. Très bien. Et donc cette sobriété qui peut prendre différentes formes, est-ce que vous avez des exemples que vous avez pu suivre au sein de l'Institut Paris Région sur le territoire, donc l'Île-de-France, voire la métropole du Grand Paris, qui mettent en œuvre voilà, sur le terrain ces différentes approches de la sobriété? Tout à fait. Au travers des ateliers de la Fabrique de la sobriété, je reviendrai un petit peu après. Donc la Fabrique de la sobriété sont des ateliers de réflexion, d'échange, enfin, qu'on a mis en place depuis 2019. Et dans ces ateliers, un des travaux qu'on a menés, c'était de repérer les initiatives de sobriété en Île-de-France. Donc là, vous avez sur l'écran un panorama non exhaustif, bien sûr, des actions de sobriété en Île-de-France, donc qui vient juste de sortir, où on a choisi de séparer, de critériser la sobriété selon les leviers négawatts d'ailleurs, et également selon les porteurs de projets, que ce soit une collectivité, une entreprise, une association ou des citoyens. Donc, quelques exemples. Sobriété collaborative, c'est par exemple l'habitat participatif. Là, on a cité Montreuil, puisqu'il y avait la maison des Baba Yaga à Montreuil, qui était une des premières à cette montée. La sobriété d'usage, sobriété d'usage, on l'entend là par formation, sensibilisation au bon usage. On a à Carrière-sous-Poissy l'association Énergie Solidaire qui a élaboré et construit un van qui s'appelle le No Man Apart, et dans lequel ils ont reconstitué en fait un logement, et ça permet avec des maquettes et des petits jeux de pouvoir travailler, d'aborder la sobriété de façon un peu ludique et plus simple. La sobriété, c'est aussi, par exemple, ça peut consister aussi, une action de sobriété peut aussi consister à mettre en place un service de livraison mutualisé. Et livraison mutualisée à l'initiative d'une commune comme Sucy-en-Brie, qui en plus a la particularité, ce service, d'être une livraison en vélo cargo, et puis c'est solidaire, puisque en fait c'est destiné à tous les habitants. Je ne peux pas ne pas citer les défis, comme les défis déclic que vous-même à l'Agence parisienne du climat menez depuis quelques années. Donc il y a ces défis en fait, qui sont des challenges, hein, entre foyers.
mais on peut aussi le faire entre entreprises, enfin, rien n'est interdit en matière de défis. Et donc, ça peut être des défis qui portent sur la réduction des consommations d'énergie, des consommations d'eau, mais aussi des déchets, sur l'alimentation, sur les biens et services, comme par exemple se dire qu'on n'achète rien de neuf, des choses comme ça. Et puis, un dernier exemple, euh, réduire la réduction de l'éclairage nocturne, par exemple, qui est bien sûr intéressante pour pouvoir diminuer à la fois les consommations d'énergie de la commune, mais aussi diminuer la pollution lumineuse. On a pas mal de communes, notamment dans les PNR, dans les parcs naturels régionaux d'Île-de-France, qui sont villes et villages étoilés grâce à de telles mesures qu'ils ont pu mettre en place. Très bien, bah, merci pour ces exemples. On pourrait peut-être en aborder d'autres dans la partie discussion. Vous avez mentionné vos ateliers de la fabrique francilienne de la sobriété. Est-ce que vous pouvez en dire un petit mot? Tout à fait. Donc, au sein de la fabrique francilienne de la sobriété, l'objectif, et c'est toujours, hein, d'imaginer ensemble une sobriété choisie, juste, collective et innovante pour l'Île-de-France, c'est-à-dire pas une sobriété subie. Et c'est ça qui nous a d'ailleurs amené au sein de l'atelier à vraiment repérer tout un set d'initiatives vraiment très différentes. Donc, ce sont des ateliers qui ont lieu ou en webinaire ou en présentiel. Et en tout cas, voilà, il y en aura encore 5 ou 6 cette année. On a lancé aussi un accompagnement des collectivités, alors un accompagnement expérimental des communes en 2023 sur l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique locale de sobriété. Donc l'idée, c'est vraiment d'avancer aussi ensemble là-dessus à travers des ateliers collectifs dans un premier temps pour définir avec les communes leurs projets, les attendus et démarrer des réflexions sur le récit local parce que vraiment l'idée, c'est vraiment de travailler sur les imaginaires sur le récit de la collectivité, à partir de la sensibilité du territoire, de la gouvernance, etc., son histoire. Et puis, avec ça, ce sera ensuite d'aller travailler sur les acteurs, les parties prenantes, repérer aussi les initiatives, parce qu'il y a déjà des choses la plupart du temps qui sont faites. On est vraiment dans l'idée de se dire, il y a eu des plans de sobriété d'urgence qui ont été faits cet hiver, et c'est normal, mais à côté de ça, il faut mettre en place une sobriété systémique, déjà pour se trouver un petit peu moins dépourvu quand l'hiver sera venu, en travaillant vraiment sur le long terme et donc pouvoir travailler sur ce plan de sobriété de long terme, à la fois sur le patrimoine de la collectivité, mais aussi sur le territoire, donc là, avec l'implication de tous les habitants. Et dans ce cadre-là, ça nous permettra de jouer, entre guillemets, à un jeu qui s'appelle Imaginergie, qui est vraiment un jeu, voilà, un jeu prospectif sur les imaginaires de la sobriété qui découle d'une étude qu'on a commencé l'année dernière. Voilà, et puis écrire ensemble le récit, écrire ensemble ce plan de long terme. Et l'objectif, c'est vraiment que la collectivité qu'on accompagnera ou les collectivités que nous accompagnerons mettent en place des actions. Donc, ce n'est pas ce n'est pas un plan d'action qu'on va faire ensemble. C'est vraiment l'idée de mettre en place peut-être peu d'actions, mais en tout cas tout de suite que ce soit efficace derrière. Et puis, juste, donc, il y a cette cartographie que je vous ai montrée, donc, qui est à disposition sur notre site. Et enfin, il y a une petite bibliothèque des plans de sobriété des collectivités en Île-de-France parce que certaines ont déjà communiqué sur leur plan de sobriété, pas d'autres. Et puis, on a eu des demandes de communes qui voulaient un peu savoir comment faire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition toutes les bonnes idées toutes les bonnes idées voilà, sur une page de notre site internet. On va commencer par le plan de sobriété de la ville de Paris, mais on fait ça par département. Donc, on peut retrouver pas mal d'informations à cet endroit-là.
Très bien. Merci beaucoup. On vous retrouve aussi bientôt pour la partie discussion. Et avant ça, je vous présente le dernier intervenant qu'on a pour vous ce soir. Donc Benoît Thévard, qui est notamment le co-auteur du scénario Biorégion Île-de-France 2050 pour l'Institut Momentum. Je vous propose vous aussi de vous présenter et puis peut-être de donner en 2 mots d'abord l'objectif de ce rapport. Bonsoir à toutes et tous. Merci pour cette invitation au Café Climat. Donc, je m'appelle Benoît Thévard, en effet, je suis membre de l'Institut Momentum et je suis consultant sur les questions de transition écologique depuis une douzaine d'années. Et donc, pour le dire brièvement, en gros, l'Institut Momentum, c'est un think tank, un laboratoire de pensée qui réfléchit à ce qu'on appelle les issues de l'Anthropocène, c'est-à-dire comment cette grande accélération qu'on a vécue depuis la moitié du XXe siècle, en gros, risque de se terminer. Voilà, c'est-à-dire, est-ce que ça va mal finir? Si ça se finit mal, est-ce que ça va être lent, rapide? De quelle manière? Par quoi ça va commencer? Quels sont les différents enjeux en termes de ressources, en termes de climat, etc. Donc, énormément de réflexions systémiques sur voilà, à la fois les questions aussi de décroissance, sur l'inversion des courbes en général. Et donc, voilà, j'ai été vice-président de cet institut pendant quelques temps. Et donc, c'est au titre de cet institut que je suis présent ce soir. Et peut-être avant de rentrer dans le cœur de ce rapport, est-ce que vous pouvez donner, vous, votre approche de la sobriété? En fait, je trouve que la définition qui a été présentée juste avant, qui était la définition de l'Institut, de l'association Négawatt, est extrêmement complète et détaillée. Donc, je la reprendrai évidemment de la même manière parce que je la trouve vraiment très intéressante et elle permet de voir quels sont les leviers d'action. Pour le dire plus simplement, en gros, pour moi, c'est consommer moins pour permettre à chacun de consommer suffisamment et durablement. Et quand je parle de durablement, c'est au sens où pourrait dire notamment Yves Cochet, président de l'Institut Momentum, quand on parle de durabilité, c'est pas 10 ans, c'est 1000 ans. Si on n'est pas capable de penser à 1000 ans, ça veut dire qu'on n'est pas capable de penser durabilité d'une certaine manière. Hein. C'est une question de développement durable. Si c'est finalement sur 10, 20, 30 ans, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler de la durabilité. Donc voilà, permettre à chacun de consommer suffisamment et durablement. C'est un peu ça l'objectif de la sobriété dans un monde où on est de plus en plus nombreux et où il y a de moins en moins de ressources puisqu'on a gratté tout ce qu'on pouvait gratter jusqu'à présent. Très bien. Donc, je propose de entrer un peu dans le vif du sujet de ce rapport Biorégion Île-de-France 2050. Donc voilà, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus et notamment peut-être préciser ce qu'on entend par biorégion? Oui, alors en fait, le contexte de ce scénario, il est un peu particulier parce que, en fait, à la différence des scénarios qui ont été présentés précédemment, et moi-même, hein, j'ai fait un scénario pour la région Centre-Val de Loire, un scénario Négawatt avec l'Institut Négawatt, donc je connais bien ces scénarios prospectifs qui sont extrêmement intéressants, mais qui s'inscrivent tous dans une forme de continuité. C'est-à-dire, en gros, on prend aujourd'hui et puis on voit quelles pourraient être les évolutions possibles en fonction d'un certain nombre d'hypothèses que l'on pose, qu'elles soient politiques, citoyennes, technologiques, etc. Et là, en fait, le pari qui a été posé dans le cadre de ce scénario, donc c'est un travail qui a été commandé par le Forum Vie Mobile, qui est le think tank de la SNCF, qui réfléchit à l'avenir des mobilités dans notre pays. Et en gros, ils voulaient faire un scénario Île-de-France sans voiture. Mais on leur a dit, en fait, Île-de-France sans voiture, ça veut dire Île-de-France sans pétrole. Île-de-France sans pétrole, ça veut dire possiblement Île-de-France sans gaz aussi. Et puis là, on est parti sur le fait que finalement, si on n'a plus de gaz, plus de pétrole, on a aussi plus de nucléaire. Et que ça veut dire que le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'existe plus en son état actuel. Et donc, on nous a autorisé, on nous a demandé de faire un scénario en rupture, dans lequel on imagine vraiment une rupture profonde. Et donc, on a une espèce de boîte noire qui est une période qu'on peut qualifier d'effondrement. Et puis, le monde que l'on décrit en 2050, c'est une Île-de-France complètement transformée, où les cartes ont été rebattues, et effectivement, dans lesquelles on arrive à retrouver une forme d'équilibre, notamment dans la relation entre l'humain et la nature. C'est-à-dire, on revient à quelque chose qui est soutenable dans sa relation, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les mégapoles n'ont strictement rien de soutenable dans le long terme. Hein. Les mégapoles ne sont ce qu'elles sont aujourd'hui que parce qu'il y a le pétrole
et des quantités d'énergie massives qui permettent de les alimenter. Et donc là, effectivement, post-effondrement, on revient à quelque chose de différent. Et donc, la notion de biorégion, c'est en tout cas un territoire où c'est plus simplement les limites administratives qui comptent, mais c'est la topographie, la géographie, l'hydrographie, tout ça qui va dessiner les contours des territoires. Voilà. Et donc, on a des territoires qui sont plutôt délimités par, voilà, comme c'est écrit là, par les écosystèmes. Et donc, on revient vraiment un petit peu aussi à la notion de terroir qu'on avait à une certaine époque. Et donc, on a essayé de retravailler sur justement ce qu'était l'Île-de-France à une certaine époque. Alors, il y a très, très longtemps, évidemment, qu'il y a beaucoup de monde à Paris, ça c'est sûr. Mais dans tous les cas, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on a 12 millions d'habitants sur ce territoire et que donc, on a aujourd'hui une organisation qui est extrêmement vulnérable. Et donc, on revoit complètement les cartes. Et donc, on voit les cartes, on voit ici d'ailleurs à quoi ressemblerait cette nouvelle organisation pour l'Île-de-France. Voilà, c'est ça. Donc là, vous voyez ce découpage. Alors, c'est pas nous qui avons inventé les noms. Voilà, on est reparti en effet sur la notion de pays qui était déjà présente il y a plus d'un siècle. Et donc, avec voilà, des notions de zones où on a plutôt des plateaux maraîchers, où on va avoir des zones forestières, etc. Et puis, bien sûr, on a quand même toujours la ville de Paris, sauf que la ville de Paris elle-même est rebasculée sur différentes biorégions, avec des relations aux biorégions qui ne sont pas une forme de centralité pure, comme on peut, voilà, comme ça a été évoqué tout à l'heure dans le cadre du scénario de l'ADEME, la notion de métropolisation, où en gros tout part et tout part de cette métropole et revient dans l'autre sens. Là, on est dans quelque chose qui est complètement différent, avec des flux qui s'organisent entre toutes ces biorégions. Donc, au-delà de cette réorganisation territoriale, vous avez mis plusieurs hypothèses. On les voit ici. Je peux peut-être Voilà. détailler voilà, les principales en 2 mots. Ouais, c'est ça. Alors en fait, je vais essayer de le faire très rapidement, mais bon. Alors certaines ont été plus moins bien reçues que d'autres. La première, c'est bon, voilà, en 2050, l'Île-de-France a 6,5 millions d'habitants. Bon, je vous ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui on en a 12, donc ça veut dire quasiment une division par 2. Alors évidemment, quand on a sorti le scénario en 2017, la période Covid n'était pas passée, donc parler du fait qu'on a 50% de population en moins en situation post-effondrement, c'est quelque chose qui était juste inentendable. Bon, voilà, il y a eu l'annonce du confinement et en 3-4 jours, il y a 17% de la ville de Paris qui est partie, qui a pris le train, etc. Là, en tout cas, on pose l'hypothèse qu'effectivement, dans un monde post-effondrement et dans lequel le climat est devenu extrêmement difficile à vivre, etc., finalement, la vie au centre de Paris sera peut-être pas la plus agréable parce qu'en plus, on considère qu'on aura moins d'Internet, de l'électricité qui sera plus instable et tout ça. Donc finalement, les gens vont partir. Et ça, c'est en tout cas l'hypothèse la plus gentille, partir, parce qu'on suppose qu'aussi en situation d'effondrement, on n'aura pas que des gens qui partent non plus, pour le dire rapidement. Donc il y avait l'idée, en tout cas, qu'on ait une transformation de la gouvernance. Voilà, on revient des choses qui vont être beaucoup plus localisées sur ces fameuses biorégions, avec une idée de la démocratie qui sera profondément transformée. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Au niveau de la consommation d'énergie, parce que c'est un des éléments qui est important, qui est cité, qui est l'objet de cette soirée, on part sur une division par 2,6 de la consommation par habitant, sachant que la population est à peu près divisée par 2. Ça veut dire que pour l'ensemble de l'Île-de-France, on a une division quasiment par 10 de la consommation d'énergie, par 5 de la consommation d'énergie au niveau global. Donc, c'est à la fois important, évidemment, mais c'est surtout que ça nécessite un changement culturel. C'est-à-dire qu'on part du principe que la disponibilité de l'énergie sera moins facile, moins stable. Et donc, on va revenir à du 100% renouvelable, certes, mais avec moins de technologie. Donc, ça veut dire qu'il faudra que la demande s'adapte à l'offre et pas l'inverse, c'est-à-dire ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir un besoin d'un très haut niveau de technologie pour avoir de la demande à laquelle on a une réponse en permanence malgré la variabilité des énergies, eh bien, on part de l'hypothèse que ce changement culturel devra avoir lieu parce que cette technologie ne sera plus autant disponible. L'hypothèse 4, c'est qu'une grosse partie de la population va retourner dans le travail alimentaire, production, transformation, distribution alimentaire, avec des hubs de distribution alimentaire dans les gares qui vont renaître un petit peu partout sur le territoire.
Et puis enfin, la mobilité qui va être transformée on passe de plusieurs millions de véhicules à 90 000 voitures à peu près sur l'ensemble de l'Île-de-France. Donc c'est massif en termes de diminution, essentiellement des véhicules qui vont tourner au biogaz, parce que ce n'est pas forcément de la haute technologie. Et voilà, et donc des véhicules qui seront évidemment partagés, mais beaucoup de proximité, donc toujours de la mobilité, mais de la mobilité plus lente et qui sera une mobilité plus de proximité. Voilà. Et j'insiste sur le fait que ceci est un scénario et pas une prévision, et que l'objectif évidemment d'un travail comme celui-là, c'est de susciter du débat, de la discussion, et pas de dire c'est exactement comme ça qu'on voit le monde de demain. Bien sûr. Et d'ailleurs, si vous avez des questions sur ces différentes hypothèses, n'hésitez pas à les poser. On va peut-être les creuser un peu plus tard. Et peut-être pour donner quelques exemples un peu concrets de ce à quoi pourrait ressembler la vie en 2050 selon ce scénario. Oui, alors en fait, on s'est aussi amusé parce qu'il y a une problématique avec de très nombreux scénarios, hein, y compris le scénario négawatt. Moi, j'ai fait des conférences sur le scénario négawatt. Le problème, c'est qu'effectivement, on montre des tableaux, des graphiques en montrant, regardez comment la consommation d'énergie va varier et tout ça. Mais en fait, la vie des gens, c'est quoi? Ça ressemble à quoi la vie des gens dans un monde neutre en carbone? Voilà. Et c'est la vraie difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de se projeter sur à quoi ressemble cette vie. Et donc, c'est intéressant quand on travaille prospectif arrive à rentrer aussi dans le mode de vie et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire. Et là, donc, on s'est imaginé un certain nombre. Donc là, il s'agit de Bérangère qui est en effet conductrice d'une automotrice qui fonctionne au biogaz. Bon, il y aurait l'exemple de Kumar qui fait partie de la guilde des chiffonniers-composteurs. Vous avez Hugo qui est brasseur, Gino qui est musicien et qui se déplace dans les biorégions, etc. Donc, on s'est projeté comme ça dans ce que pouvaient être les modes de vie dans cette époque. Donc là, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail encore une fois, mais ça permet un petit peu voilà, de se projeter, de se dire, tiens, est-ce que c'est le genre de monde dans lequel j'ai envie de vivre malgré tout? Très bien, mais écoutez, merci beaucoup. Voilà ce qui clôt les premières interventions voilà, pour présenter un petit peu ces différents scénarios prospectifs qui peuvent varier, notamment sur jusqu'où on va au niveau de la sobriété. Également, vous l'avez vu avec ces dernières hypothèses qui diffèrent des scénarios de l'ADEME notamment. La question également, à quel point est-ce qu'on reste dans les systèmes actuels ou est-ce qu'on s'autorise à en sortir, ce qui implique aussi des transformations plus importantes. Donc, je vous propose maintenant de passer à vos questions. N'hésitez pas à en poser au fur et à mesure, à réagir à ce que les intervenants disent pendant cette partie discussion. On est là encore pour maximum 1 heure. Donc peut-être une des questions que j'avais vues qui pourra peut-être lancer le débat sur les liens entre sobriété et technologie, c'est quelqu'un qui réagissait au scénario de l'ADEME qui montrait que on avait un levier efficacité qui était activé davantage dans les scénarios 3 et 4, donc qui étaient les scénarios, on peut dire, les moins sobres, qui disaient pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas tout simplement ces mesures d'efficacité des scénarios 3 et 4 dans les scénarios 1 et 2. Peut-être Thibaut Faucon, si vous pouvez réagir à ça, est-ce qu'il y aurait une espèce de vase communicant entre l'efficacité énergétique et la sobriété? Oui, en fait, c'est un parti pris de départ de l'ADEME qui a voulu construire des scénarios très contrastés volontairement. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'archétype de scénario. Et donc, effectivement, dans le scénario 1, on fait le pari voilà, d'une innovation plus organisationnelle avec un accent fort sur la sobriété, avec très peu de technologie et donc finalement assez peu d'efficacité. Mais on aurait très bien pu combiner effectivement voilà, des niveaux d'efficacité, voilà, augmenter l'efficacité dans le scénario S1. Voilà, tout ça est tout à fait modulable. Mais c'était juste pour voilà, élargir au maximum le champ des possibles. Voilà, mais tout ça est paramétrable. Et voilà, donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais je pense que c'était à peu près ça l'esprit de la question. Oui, et peut-être pour pousser un petit peu plus loin sur ces différences entre les scénarios, vous avez dit que le scénario 3 s'appuyait sur voilà, des paris de technologie verte. Le 4, on a carrément des technologies réparatrices. Quel est le lien, voilà, dans une société sobre, le lien avec la technologie? Est-ce qu'on va plus opter, on a parlé de low-tech à plusieurs reprises, donc faire peut-être moins de progrès technologiques, en tout cas de la technologie moins poussée, pour aller vers quelque chose de plus réparable, qui consomme moins d'énergie, ou est-ce qu'on peut concilier les deux? Voilà, je ne sais pas qui veut peut-être poursuivre sur ce point.
Je veux bien poursuivre, puis je laisserai les autres intervenants réagir aussi. Alors nous, il se trouve qu'en Ile-de-France, on a essayé d'explorer la question un peu des démarches low-tech. De ce que j'ai pu lire ici ou là, c'est qu'il peut y avoir différentes écoles autour de ça. Il y a des gens des acteurs de la low-tech qui vont être très radicaux entre guillemets, au sens où on s'inscrit de toute façon de manière générale dans une démarche de technodiscernement, donc avec un esprit, un recul critique sur notre rapport à la technique. Ça, c'est voilà, une base commune à tout le monde. Et surtout, voilà, une sobriété qui est, voilà, un questionnement des besoins qui est absolument central. Après, il y a certains auteurs, certains penseurs qui considèrent qu'on peut encore se permettre de sanctuariser certains secteurs de la vie économique, comme la médecine, le monde médical, où on pourra encore avoir besoin de technologies de pointe. Et d'autres pensent qu'on peut appliquer la démarche low-tech, même dans le secteur médical, voilà, en activant notamment toute la médecine préventive, par exemple, réduire la sédentarité, qui permettra d'anticiper, ou en tout cas de réduire les risques de maladies chroniques que l'on connaît aujourd'hui. Voilà ce que je pourrais dire sur ce point. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir là-dessus? En fait, nous, par exemple, sur la question du niveau de technologie, c'est déjà un débat qu'on a eu en interne avant même de commencer les travaux, entre nous, en disant ça ressemble à quoi un monde post-effondrement? Quel est le niveau de technologie auquel on a accès dans un monde où on a, a priori, en tout cas, plus un approvisionnement massif en énergie? Et donc, c'est une vraie question qui se pose, c'est-à-dire il y a un certain nombre de choses pour lesquelles aujourd'hui on a un accès parce que l'ensemble du système est organisé comme cela. Si on parle par exemple de dire, peut-être que je peux poser, pour réagir par rapport à ce que disait Thibaut à l'instant, pour faire, par exemple, de la haute technologie pour la chirurgie, par exemple, il va falloir des microprocesseurs, il va falloir tout un tas de choses qui sont extrêmement spécifiques, qui nécessitent d'avoir finalement un système industriel global qui permet d'avoir chacune des petites pièces de haute technologie qui sont fabriquées. Donc, la question se pose du niveau d'organisation au niveau global qui nous permettrait demain de maintenir en fait ce niveau de technologie. Et donc du niveau de consommation, du niveau d'organisation de l'économie mondiale. Et c'est une vraie question, et c'est la raison pour laquelle dans ce scénario, on a plutôt fait le pari que en fait, ce niveau d'organisation n'existe plus. Et que donc, on revient aujourd'hui en effet à de la réparation, à de la récupération, et on a encore un peu de technologie, mais que dans tous les cas, le niveau de technologie que l'on a aujourd'hui, et comme je le disais, qui permet d'avoir un niveau de stabilité de l'approvisionnement énergétique, etc., eh bien, c'est quelque chose qui, dans cette hypothèse-là, en tout cas, n'est plus disponible ou plus accessible. On fait quand même le pari qu'il reste un peu de technologie parce qu'il y a quand même de la technologie qui est assez simple et assez facile et à maintenir et à recycler et à remplacer. Mais c'est tout le système en fait en lui-même de la technologie qui est à questionner finalement. Pour peut-être continuer un peu sur cette discussion, reprendre la question d'Agnès qui pose la question des centrales nucléaires. Vous avez évoqué les différents secteurs sur lesquels on a toujours besoin de haute technologie. Éventuellement, la production d'énergie, notamment les centrales nucléaires, c'est une question qui se pose. Elle nous demande, est-ce que dans la vie en 2050, comment est-ce qu'on entretient les centrales nucléaires? J'imagine dans un scénario où on a mis en œuvre la sobriété. Moi, je veux bien répondre, mais peut-être pas toujours les mêmes qui parlent. La question, c'est comment on entretient les centrales nucléaires? Oui, c'est ça. Dans cette perspective de sobriété qu'on a évoquée. Moi, je ne suis pas spécialiste là pour répondre à cette question de l'entretien des centrales. Ce que on a regardé dans le rapport Futur énergétique 2050, c'était et ce sur quoi on a travaillé en concertation avec la filière nucléaire, enfin toutes les filières, mais notamment la filière nucléaire pour le scénario qui envisage un renouvellement du parc nucléaire, c'était la
dynamique de construction de nouvelles centrales. Et voilà, dans la perspective de remplacer le parc existant par des énergies décarbonées. Et donc, dans les différents scénarios qu'on a étudiés, ce qu'on peut voir, et ce que j'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est que même dans le scénario le plus volontariste au niveau de renouvellement du parc nucléaire, on ne dépasse pas une production d'électricité par le nucléaire qui représente 50% de la consommation. Et ça, ce n'est pas un objectif politique, c'est un objectif technique affiché par la filière nucléaire elle-même, industrielle, voilà, lié à la capacité à construire autant de centrales d'ici à 2050. Moi, je ne réponds pas à la question, j'ai conscience, mais c'était ce que je pouvais apporter sur la question quel parc nucléaire en 2050. Même si on est très volontariste sur le parc nucléaire, il faudra de toute façon beaucoup d'énergie renouvelable, au moins 50% d'énergie renouvelable, voire plus selon les scénarios, pour répondre à la demande d'électricité en 2050. Agnès précise sa question, elle nous dit si on a moins de technologie, mais aussi moins d'eau, moins de force de travail, plus de chaleur, voilà, quel impact sur le nucléaire en 2050? Bon, c'est peut-être pas un discours très technique, mais... Oui, alors, sur moins d'eau, effectivement, c'est une vraie question, parce que c'est quelque chose qu'on rencontre déjà actuellement, notamment pour les centrales nucléaires qui sont refroidies par des fleuves et pour lesquelles, en été, il y a des questions de débit et de réchauffement des températures du fleuve en aval de la centrale. Donc, effectivement, la question qu'on va avoir à adresser dans les scénarios avec renouvellement du nucléaire, c'est où est-ce qu'on localise les centrales nucléaires de façon à ne pas avoir de problème de refroidissement des centrales, y compris dans des scénarios de réchauffement climatique et de moindre débit des fleuves auxquels on peut s'attendre. Benoît Thévard, vous y ajoutez quelque chose? Peut-être répondre à Agnès. Non, mais je trouve que cette question-là, en fait, elle est au cœur du débat de société qu'on a en ce moment, où on voit qu'en effet, sur la question, la plupart des scénarios dont on parle aujourd'hui, c'est des scénarios qui visent la neutralité carbone. Bon, donc du coup, selon l'angle que l'on prend pour aborder cette neutralité carbone, en effet, on en vient assez rapidement à la question de la technologie que l'on emploie, et donc comment la technologie que l'on emploie permet de maintenir d'une certaine manière notre niveau de vie, notre style de vie, etc. Et donc, assez rapidement, quand on fait les calculs, térawattheure, tonne équivalent carbone, etc., on en arrive à la conclusion, ah bah oui, mais en fait, on ne peut pas faire sans nucléaire, donc bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, la question qui se pose, et c'est une discussion que j'ai eue d'ailleurs avec Jean-Marc Jancovici, qui est une des personnes que probablement vous connaissez, et qui aujourd'hui, en tout cas, met sur le devant de la scène le fait que surtout, il faudrait qu'on ne s'en passe pas parce qu'on ne peut pas s'en passer, c'est... concrètement, quand on voit l'orientation qui est en train de prendre le monde, c'est-à-dire le non-respect de toutes les trajectoires qu'il faudrait tenir, que ce soit, et notamment celle du GIEC, c'est-à-dire qu'on voit bien que les courbes du GIEC, elles se raidissent de plus en plus et qu'en gros, on court à la catastrophe. Bon. Et donc, moi, la question que je lui ai posée, j'ai dit, mais comment, Jean-Marc, tu imagines qu'en 2050, c'est-à-dire dans presque 30 ans, on va être en mesure de maintenir dans des manières tout à fait sécurisées, stables, un parc nucléaire, qu'en plus on va se mettre à construire des centrales partout et que ça va bien se passer et que on va dire que la géopolitique, les flux migratoires, la question de l'accès aux ressources, à l'eau potable, etc., que tout ça, en gros, ne posera pas de problème et qu'on pourra gérer tout ça de manière sécurisée. Et en fait, voilà, il me répond, il n'y a qu'à demander aux Russes comment ils ont fait pour gérer leur parc nucléaire quand l'URSS s'est effondré, et puis prendre exemple là-dessus. En fait, je trouve qu'il y a aujourd'hui une inconséquence, en tout cas, à se dire qu'on peut juste se poser la question énergétique en quantifiant des kilowattheures et des tonnes d'équivalent carbone. Et je pense qu'il y a une vraie question politique à se poser sur quel est effectivement le niveau de descente énergétique que l'on peut se permettre d'assumer politiquement. Tout à l'heure, Thibault évoquait le fait qu'il y aurait des résistances. Moi, je m'interroge aujourd'hui sur à quel endroit se placent les résistances. Est-ce que c'est des résistances qui se placent au niveau de ceux qui décident,
ou est-ce que les résistances se font au niveau de la population? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit oui, mais les gens ne sont pas prêts. Et aujourd'hui, les décideurs ne semblent pas être prêts non plus à ces transformations. Donc, moi, je m'interroge beaucoup. J'ai 3 centrales nucléaires autour de chez moi, parce que j'habite sur les bords de Loire. Et en 2019, il n'y avait plus d'eau dans la Loire. Voilà, le débit naturel de la Loire en 2019, en été, était à 0 mètre cube par seconde. On est en 2019 et je ne vois pas du tout comment les 4 centrales nucléaires de la Loire pourront continuer à être refroidies dans les 30, 40, 50 prochaines années. Donc, en effet, je suis plutôt pour qu'on pense très sérieusement à la manière dont on va pouvoir gérer tout ça dans les années qui viennent. Et je ne crois pas que ce soit la dynamique que l'on prend. Mais ça, c'est un point de vue personnel. Peut-être Thibaut, est-ce que dans votre scénario frugalité, donc le scénario 1, est-ce que vous aviez estimé la part du nucléaire? Est-ce que c'est un scénario qui sort du nucléaire ou au contraire qui se base en partie dessus? En fait, on a plus de nucléaire dans les 4 scénarios, sauf le scénario 3 où on a un troisième, oui, on a un scénario 3 alternatif avec du nucléaire, mais je ne saurais pas vous en dire beaucoup plus. Ok. C'est une question que je n'ai pas creusé, quoi. Nous, on fait le pari d'un mix énergétique totalement, quasiment renouvelable. Okay. Ça répond à ma question. Ouais. Écoutez, je vous propose de changer le sujet du nucléaire. On pourrait sinon y passer des heures. Mais peut-être continuer sur les questions énergétiques. Il y a Nicolas G qui nous demande que si on étudie un scénario où l'économie s'adapte à la contrainte d'intermittence, il cite notamment l'exemple du Liban qui est forcé de fonctionner de cette manière aujourd'hui. Est-ce qu'on peut utiliser aussi ce genre de scénario un petit peu extrême comme des retours d'expérience utiles pour se projeter dans un avenir où on pourrait avoir de l'énergie intermittente? Alors, je ne sais pas si on parle de la même intermittence, mais en tout cas, l'intermittence ou la variabilité des énergies renouvelables, nous, on se projette effectivement dans des scénarios où on pourrait s'adapter plus qu'aujourd'hui à cette variabilité. Aujourd'hui, je ne sais plus quel intervenant disait, on a tendance à prendre la consommation pour ce qu'elle est et à adapter le plan de production pour répondre à cette consommation. On peut se projeter dans des scénarios 100% renouvelables où c'est la production qui est ce qu'elle est au moment où il y a du soleil, au moment où il y a du vent, et puis c'est à la demande de s'adapter à cette production. Et on a des consommations d'électricité qui sont pilotables, qui représentent des capacités de stockage. Je pense à la mobilité électrique, par exemple. Je pense à la production d'électrolyse. C'est des consommations qui peuvent être pilotées. Il y a un vrai enjeu à développer la capacité à positionner ces consommations en fonction de la production et de la variabilité de la production, effectivement. Donc, pour les voitures électriques, typiquement, c'est recharger les véhicules électriques quand il y a beaucoup de production photovoltaïque, par exemple, ou la nuit quand la consommation est faible, et puis éviter ou voire restituer au réseau la capacité stockée dans les véhicules électriques sur les pointes de consommation. Donc, c'est ce qu'on appelle le véhicule to grid, c'est utiliser les batteries des véhicules électriques comme moyen d'adapter la demande d'électricité à la variabilité de la production renouvelable. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose sur cette gestion de l'intermittence? Peut-être dire que dans le cadre du scénario biorégion, en effet, on est plutôt dans le cas évoqué par Nathalie à l'instant sur le fait que la demande s'adapte à l'offre. Mais en fait, vu qu'on n'a pas le même niveau technologique, on voit bien par exemple le scénario Négawatt qui fait énormément appel à l'électrolyse, à la méthanation, à la transformation d'électricité en gaz pour pouvoir stocker et ensuite restituer, etc. Donc bon, on a un niveau technologique qui est quand même assez élevé. Et c'est vrai qu'en tout cas, voilà, dans le cadre de ce scénario, on est plutôt dans, on va dire, le modèle économique du meunier, pour le dire de manière un petit peu caricaturale, mais qui, en gros, fait tourner son moulin quand il y a du vent et puis il fait sa farine. Et puis, quand il n'y a pas de vent, il entretient ses sacs, il nettoie son moulin, et bref, il fait autre chose, mais il ne fait pas de farine quand il n'y a pas de vent. Je le dis vraiment de manière très caricaturale, mais en gros, l'idée, c'est qu'en effet, si on n'a pas ce pilotage possible,
voilà, on peut, en tout cas, c'est l'hypothèse qui est posée dans ce scénario-là, et ben, en effet, il faut que la société eh bien, s'adapte, par exemple, faire en sorte d'avoir vraiment des choses qui peuvent être complètement délestées en cas de besoin. On parle d'un certain nombre de procédés mécaniques, par exemple, voilà, qui peuvent ne pas avoir de problème avec ça. Par contre, on sait que les hôpitaux, bah, il y a besoin d'avoir de l'électricité en permanence. On sait qu'il y a des équipements qui peuvent subir des variations et d'autres qui ne peuvent pas. Imaginez d'avoir des trains dont la vitesse peut varier en fonction de la disponibilité de l'énergie aussi, pourquoi pas. Ça suppose qu'on soit OK pour arriver en retard, changement culturel. Bref, donc voilà, on est plutôt en effet dans cette idée en tout cas que la demande s'adapte à l'offre. Très bien. Bah, à moins qu'il y ait une autre intervention sur ce thème, il y a Agnès qui posait une question plus ciblée pour Nathalie Lemaître, donc pour RTE, qui nous demande déjà ce que vous entendez par scénario de référence, qui vous demande également si vous avez pris en compte la divination d'efficacité carbone dans la neutralité. Je ne sais pas si vous êtes allé jusqu'à ce niveau de détail pour la neutralité à l'échelle de la France, neutralité carbone. Et puis qui nous dit aussi qu'elle a entendu dire que pour vos scénarios, vous aviez estimé des rentabilités. Et elle se demande si le scénario de référence, celui d'un recours important au nucléaire, serait le plus rentable, entre guillemets, que les autres. Alors, la deuxième question, je ne l'ai pas bien compris, mais je vais répondre à la première et à la troisième. Le scénario de référence, c'est en termes de consommation. Donc, on a, donc, comme je disais tout à l'heure, considéré qu'on abandonnait les énergies fossiles et qu'on les substituait par des énergies décarbonées, donc pour partie du gaz et pour partie de l'électricité, des réseaux de chaleur. Et donc, sur la partie électricité, cette électrification des usages, dans notre scénario de référence, elle conduit à une augmentation de la consommation de 35%. Après, on a fait 2 variantes autour de ce scénario de référence. Une variante sobriété. Donc, on considère dans la variante sobriété que l'ensemble de la population française accepte d'adapter ses modes de vie pour moins consommer. Donc, c'est les exemples que je donnais tout à l'heure, plus de cohabitation, plus de télétravail, plus de covoiturage, des plus petites voitures, des températures de chauffage adaptées, etc. Et là, on a une consommation d'électricité qui n'augmente que de 17%. Et puis, on avait un autre scénario qu'on a appelé de réindustrialisation profonde, qui là a des ambitions plus fortes en termes de relocalisation de l'industrie sur le territoire français. C'est clairement un scénario qui a émergé suite à la crise Covid et aux questions de souveraineté qu'a posé la crise en matière d'approvisionnement dans certains matériels ou médicaments. Et donc, dans ce scénario de réindustrialisation profonde, on a une consommation d'électricité qui augmente plus fortement parce qu'on produit plus de produits manufacturés en France et donc on consomme plus d'électricité pour produire ces produits. En revanche, on a un meilleur bilan carbone parce que on produit ces équipements manufacturés avec une électricité décarbonée produite sur le sol français. Et on évite le CO2 lié à l'import de ces produits. Donc, voilà, c'est la différence entre notre scénario de référence en termes de consommation et puis 2 scénarios, 2 variantes qu'on a faites, l'une sobriété et l'autre réindustrialisation profonde. Et ensuite, ça c'est pour la consommation. Pour le parc de production, on a fait 6 scénarios. Donc, je les ai brièvement évoqués tout à l'heure. Dans 3 de ces scénarios, on ne renouvelle pas le parc nucléaire. Donc, c'est des scénarios qui, à terme, sont à 100% renouvelables. Alors, les différences, c'est que dans certains scénarios, il y a plus de renouvelables diffus, une maison sur 2 équipée de panneaux photovoltaïques, plusieurs petites éoliennes un peu réparties sur le territoire. Et dans d'autres scénarios, on est sur plutôt des grosses fermes photovoltaïques, gros parcs, grosses fermes éoliennes en mer, voilà, donc avec des économies d'échelle. Et puis 3 autres scénarios où on prend une décision de renouveler le parc nucléaire, mais avec une dynamique plus ou moins forte selon les scénarios.
Et on a comparé, c'est donc la troisième question, on a comparé le coût de ces différents scénarios. Et en effet, il y a donc globalement une augmentation du coût du système électrique de l'ordre de 15% par rapport à aujourd'hui pour atteindre la neutralité carbone, mais une augmentation qui est un peu moins forte dans les scénarios avec renouvellement du nucléaire que dans les scénarios 100% renouvelables. Pourquoi? C'est pas lié au coût de fabrication ou de construction des moyens de production, parce que aujourd'hui les renouvelables sont compétitifs par rapport au nucléaire. C'est lié au fait que dans les scénarios avec 100% renouvelables ou quasi, eh ben, il faut développer ce qu'on appelle des flexibilités ou des moyens de stocker, de faire face à la variabilité des énergies renouvelables. Donc, c'est soit des batteries de grande échelle pour stocker, soit des centrales pilotables qui fonctionneraient avec du gaz décarboné. Voilà. Et donc, le coût de ces flexibilités renchérit le coût global du système électrique. C'est pour ça que dans ces scénarios-là, on a un coût qui est un peu supérieur par rapport au coût des scénarios avec renouvellement du nucléaire. Alors après, évidemment, pour faire estimer le coût de ces différents scénarios, on prend pas mal d'hypothèses. Et donc, on a fait des variantes de ces différentes hypothèses parce que il peut y avoir, voilà, on peut se tromper sur certaines de ces hypothèses. Et globalement, on est assez robuste quand même pour dire que avec renouvellement du nucléaire, ça devrait être un peu moins cher que ça. Et la deuxième question, désolée, je ne l'ai pas bien comprise. Oui, c'était sur, comme vous avez parlé de neutralité carbone, c'est est-ce que vous avez pris en compte dans ce calcul la diminution d'efficacité des puits de carbone? Peut-être que c'est quelque chose qui a été plus traité par l'ADEME dans son scénario réparateur qui se base beaucoup plus sur ces puits de carbone et ce qui a donc une part de risque puisqu'on sait qu'avec le changement climatique, ces puits de carbone, que ce soit les océans ou les forêts, perdent en efficacité. Ouais, je vais plutôt laisser l'ADEME répondre parce que Si vous voulez, oui. Si vous avez quelque chose à ajouter, Thibaut, sinon on peut aussi avancer. Bon, en fait, sur les puits de carbone, en fait, il y en a de nature, hein, les puits de carbone naturels sur lesquels le scénario S1, S2 compte de manière majoritaire, et par contre, S3 et S4 sont plutôt misés sur des puits de carbone technologiques qui sont effectivement, comme je disais, assez peu matures à grande échelle. Aujourd'hui en tout cas, et donc effectivement c'est là que réside le grand pari technique, quoi. Très bien, merci pour ces précisions. Je propose d'aborder des questions un petit peu plus peut-être sociétales, voilà, d'organisation, notamment d'aménagement du territoire. Voilà une question, j'ai un commentaire plutôt de Jacques Wagner qui nous dit qu'on parle d'aménagement du territoire depuis très longtemps, mais la France reste très centralisée à Paris, peut-être même en se plaçant à l'échelle de la région Île-de-France, hein. On a vraiment voilà, Paris qui est le centre, et on avait vu Benoît dans votre scénario où on découpait même Paris qui se retrouvait dans différentes biorégions. Et d'ailleurs, Nicolas G vous posez une question à vous directement, mais bon, les autres n'hésitez pas aussi à intervenir sur cette question d'aménagement du territoire, si vous avez quelque chose à ajouter, mais qui nous demande à vous, est-ce que vous avez des exemples de pays ou de régions qui ont mis en place une gestion de l'aménagement du territoire que vous recommandez, donc avec des plus petites structures, et qu'est-ce qui bloque en France pour qu'on puisse avoir cette organisation-là? Waouh, c'est une question pas simple. Moi, le premier exemple, en tout cas, de biorégion que j'ai, c'est Cascadia aux États-Unis, qui est une très grande biorégion qui est délimitée notamment par les montagnes à l'ouest des États-Unis et donc qui était voilà, une expérimentation territoriale. On est sur sur un territoire qui est assez immense. Qui n'a rien à voir avec la biorégion telle qu'on l'imagine dans le cadre du scénario Biorégion 2050. Après, il y a les biorégions telles qu'imaginées par Alberto Maniaghi, qui parle de biorégions urbaines et qui imagine en fait des organisations territoriales avec
des concentrations d'habitants qui reviennent à des niveaux qui soient plus, on va dire, naturellement soutenables. Et donc, il a plutôt modélisé ce truc-là en essayant de voir comment, en tout cas, tout cela pourrait s'équilibrer. Mais aujourd'hui, je n'ai pas vraiment d'exemple, en tout cas, à citer de territoires qui se seraient organisés de cette manière-là à partir d'un existant. Parce qu'en fait, la vraie difficulté à laquelle on est confronté, c'est qu'aujourd'hui, on a eu des décennies de métropolisation et donc avec des organisations telles que j'ai un peu décrit, c'est-à-dire avec des très grandes villes qui servent de centre et puis où tout arrive et tout repart. Et c'est vrai que quand vous avez des millions d'habitants dans une population, vous ne pouvez pas décréter le fait que vous allez vous faire des villages de 3000 habitants. Voilà. Et donc, concrètement, aujourd'hui, on a un état des lieux et comment on arrive en tout cas à transformer, à faire en sorte que là où les gens habitent aujourd'hui, ça puisse se transformer. Et là, c'est la vraie difficulté. Alors, c'est la chance qu'on avait dans notre scénario, c'est de dire, on a une boîte noire qui est la période d'effondrement, et donc on peut se permettre d'imaginer un monde complètement différent en 2050. C'était assez facile. Le fait de devoir assumer politiquement une organisation territoriale différente, ça devient beaucoup plus complexe. Alors après, simplement pour dire, du point de vue de la gouvernance, en tout cas, moi je suis en train de mener notamment avec l'ADEME Normandie, un travail avec 8 collectivités sur les questions de résilience territoriale. Quand une collectivité s'intéresse à sa résilience, c'est-à-dire à la capacité, en gros, à répondre en toutes circonstances aux besoins vitaux de ses habitants, quels que soient les chocs, quelles que soient les difficultés auxquelles elle est confrontée, elle doit s'intéresser à la question de l'autosuffisance des stocks, à la question de comment les choses sont produites, d'où elles viennent, aux chaînes de valeur qu'il peut y avoir sur le territoire, etc. Et quand on commence à s'intéresser à tout ça, et pas simplement être dans une délégation de service public où on laisse le marché tout organisé au niveau mondial, et bien du coup, on commence à se réintéresser à la manière dont les choses sont produites, sont consommées, et peut-être à la manière dont on va s'organiser localement sur le territoire. C'est, je pense, le début peut-être d'un processus, en tout cas, de réflexion, parce que si vous voulez que votre territoire soit résilient, il va falloir qu'il soit soutenable dans le temps, qu'il soit intégré dans son milieu naturel, et donc finalement, vous allez vous rapprocher de ce que l'on pourrait appeler d'un fonctionnement biorégional. Donc, s'intéresser à la résilience en situation chaotique, c'est une manière, j'ai envie de dire, pour le faire de manière très rapide et très raccourcie, de rentrer dans un processus un peu biorégional. Et il y a des collectivités aujourd'hui qui commencent à faire ça. Et voilà, notamment l'exemple de ces collectivités en Normandie qui ont décidé de s'intéresser à ces sujets. Est-ce que quelqu'un veut prolonger cette réflexion, notamment autour de l'organisation du territoire, peut-être la question de la densité aussi? Parce qu'on sait, voilà, on l'a vu, un territoire très centralisé comme l'Île-de-France avec Paris, ça n'allait pas forcément dans le sens de la sobriété parce qu'on avait beaucoup de flux qui devaient se diriger vers Paris. Mais on voit aussi, par exemple, dans le rapport du GIEC, qui promeuvent aussi d'une certaine manière la densité dans une certaine mesure parce que ça, plutôt que d'avoir un aménagement du territoire très étalé avec beaucoup de trajets, notamment en voiture, ça permet aussi, c'est l'idée de la vie du quart d'heure d'ailleurs que Marie-Laure vous avez cité précédemment, une certaine densité peut aussi permettre de réduire ces déplacements. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose dans cette perspective de l'aménagement du territoire dans une perspective de sobriété? Moi, je voulais ajouter, d'un point de vue de la consommation d'électricité, si on compare à la consommation d'une région comme l'Île-de-France avec celle d'autres régions, en fait, elle est plus sobre. On consomme moins d'électricité par habitant en Île-de-France qu'ailleurs. Et c'est aussi lié au type d'habitat, je pense. Habitat collectif qui consomme moins que des pavillons individuels. Voilà, donc la densité, c'est pas forcément antinomique de la sobriété, je pense. Ouais, en complément de ce que disait Benoît, et dans le même esprit, dans l'esprit un peu du scénario S1 et S2 de l'ADEME, avec cette idée de rééquilibrage un peu territorial, j'ai en tête 2 initiatives. La première, c'est un réseau international qui s'est créé il y a quelques années maintenant, qui s'appelle Citaslo, qui est né en Italie,
et qui s'inscrit un peu dans le mouvement un peu décroissanciste et en tout cas qui promeut le ralentissement des modes de vie. Et donc s'appuie sur un réseau, un maillage de villes petites et moyennes plutôt, un peu dans la même esprit que le mouvement Ville et territoire en transition de Rob Hopkins. Et puis plus récemment, et là peut-être que Benoît a aussi des infos complémentaires, mais il y a une initiative qui est née, je crois, de Guillaume Faburel, qui est un chercheur, enseignant-chercheur urbaniste à Lyon, à l'Université de Lyon, je crois, entre autres, et qui a lancé une initiative autour de la société écologique post-urbaine, et qui est une espèce de think tank, d'après ce que j'ai compris, dans lequel on réfléchit justement à comment réorganiser les territoires et organiser de manière la plus comment dire, la plus sereine possible cet exode urbain ou en tout cas métropolitain vers les villes petites et moyennes et les campagnes. Voilà. Alors, j'en sais pas beaucoup plus. On a prévu de l'inviter en mars à une matinée qu'on organise à l'ADEME pour justement en discuter plus en détail. J'ai eu l'occasion de participer en tout cas à un atelier de travail qui a eu lieu en région parisienne. C'est les EGPU, les États généraux du post-urbain, où en fait, c'est toute une réflexion sur justement la démétropolisation. Voilà, ça suscite évidemment plein de débats. À cette occasion, nous, on a présenté nos travaux parce qu'on a essayé de fouiller un petit peu ce que ça pouvait vouloir dire que de démétropoliser un territoire comme le Grand Paris, comme l'Île-de-France. Mais c'est extrêmement difficile en fait de savoir voilà, quels sont les bons dimensionnements, comme le disait Nathalie à l'instant. Bon, voilà, la densité aussi peut avoir un certain nombre d'intérêts. D'ailleurs, on sait que ce n'est pas que pour l'électricité, mais la consommation d'énergie moyenne à Paris par habitant est inférieure à la moyenne française. Donc, après, voilà, on sait que tout cela aussi génère un certain nombre de problématiques, notamment qu'on peut considérer comme étant des problématiques de vulnérabilité. Dans le scénario biorégion, on a voilà, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait un seul oléoduc qui approvisionnait 110 000 barils de pétrole par jour pour l'Île-de-France. On est, si vous voulez, dans un niveau d'optimisation nécessaire des flux matériels, énergétiques, alimentaires, etc., pour alimenter les 12 millions de l'Île-de-France, qui en fait finalement un territoire qui est extrêmement optimisé, certes, mais du coup extrêmement vulnérable par rapport aux enjeux qu'on est appelé à vivre dans les décennies qui viennent. Et donc c'est vrai que du coup, cette question de l'efficience et de la résilience qui viennent finalement un petit peu s'opposer, c'est comment on arrive à retrouver quelque chose qui soit un peu plus équilibré que ce qu'on a aujourd'hui. Et on s'est rendu, enfin, la crise Covid nous a permis de nous rendre compte de ces vulnérabilités de manière extrêmement prégnante, parce que justement, on a comme ça des points critiques et une société qui est organisée justement en fonction de quelques nœuds que si jamais ils tombent, en fait, et c'est l'hypothèse aussi de ceux qui travaillent sur les questions d'effondrement, quelques nœuds critiques de la société qui font que s'il y en a un qui tombe, ça risque d'entraîner en fait énormément de choses. Donc c'est toute cette réflexion-là qu'il faut réussir à mener, c'est quel est le bon niveau, est-ce qu'il y a des niveaux d'équilibre, puis surtout qu'est-ce qu'on fait de l'existant. On ne peut pas tous vivre dans des écovillages parce que ça ne va pas être possible. Donc comment on arrive à en tout cas améliorer l'existant pour le rendre plus résilient et plus soutenable. Alors, je ne sais pas si quelqu'un voulait rebondir sur cette question d'aménagement du territoire. Sinon, on avait une question de Le Taillandier qui nous demande comment est-ce qu'on se répartit la baisse souhaitable de la consommation d'énergie fossile entre les consommateurs, les ménages, les entreprises, les collectivités publiques. Vaste question. Disons que peut-être quels sont les différents choix qu'on peut faire. C'est bien intéressant d'aborder un peu cette question plus collective de redistribution, de justice sociale.
ne sais pas, peut-être que, je ne sais pas si Nathalie, vous avez fait ces travaux-là avec RTE, je ne sais pas s'il y avait des questions de priorité ou de priorisation ou pas, ce n'était pas vraiment un sujet du scénario. C'était pas vraiment envisagé comme une priorisation, mais plutôt comme des gisements possibles, sur l'abandon des énergies fossiles. Donc, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, les énergies fossiles, elles sont utilisées principalement dans le chauffage, dans la mobilité et dans l'industrie. Et donc après, nous, ce qu'on a regardé, c'est comment dans ces différents secteurs, on transforme la consommation actuelle d'énergie fossile par de l'efficacité, de la sobriété et puis une substitution des énergies fossiles par des énergies décarbonées. On a plutôt raisonné en termes de levier dans ces trois domaines. Enfin, ce qu'on voit en termes d'évolution des énergies, hein, c'est que dans le résidentiel et dans le secteur tertiaire, en fait, on a certes le passage du chauffage fuel-gaz au chauffage électrique, mais on a des effets efficacité énergétique et sobriété qui l'emportent et finalement, dans ces deux domaines, résidentiel et tertiaire, on a des consommations d'électricité d'ici à 2050 qui diminuent. Là où elles augmentent, en fait, c'est dans la mobilité. Parce que c'est les recharges de véhicules électriques qui augmentent fortement. Alors on peut limiter cette augmentation, comme je disais tout à l'heure, avec des véhicules plus petits et moins de trajets, plus de covoiturage, plus de recours aux mobilités douces. Mais on a quand même, par rapport à aujourd'hui où il y a très peu de consommation d'électricité liée à la mobilité, on va quand même vers une augmentation. Et puis après, l'industrie. Donc, avec dans l'industrie, deux effets. Des industries qui aujourd'hui utilisent du charbon ou du fioul pour fonctionner et qui passeront à l'électricité pour se décarboner. Et puis, de l'industrie qui utilise de l'hydrogène aujourd'hui produit par vaporeformage qui passerait à l'hydrogène décarboné, lequel est produit avec de l'électricité, donc une augmentation de la consommation d'électricité liée à cette production d'hydrogène. Voilà, donc pour moi, les secteurs où il y aura l'effet efficacité et sobriété sera le plus visible, ça sera les secteurs particuliers et tertiaires. Et dans les autres secteurs, il y a un effet transfert d'énergie lié à l'abandon des énergies fossiles qui, de fait, va conduire à une augmentation de la consommation d'électricité. Au niveau de l'Institut Momentum, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits sur la question des quotas. Et je pense que c'est aussi possiblement un vrai sujet de société, quoi, et qui se pose notamment sur la question des gaz à effet de serre. Voilà, aujourd'hui, il y a des quotas qui sont donnés, notamment aux industriels en termes d'émissions de gaz à effet de serre avec un marché carbone, etc. La question qui se pose, c'est aujourd'hui, nous avons un budget carbone pour ne pas dépasser les plus 1,5 ou les plus 2 degrés. On sait que globalement, on ne doit pas émettre plus de tonnes équivalent carbone. Bon, très bien. Eh ben, à quel moment on se dit, eh ben, c'est tant par personne. Voilà. Et si vous voulez plus, bah, va falloir l'acheter. Si vous consommez moins, bah, vous pouvez le redonner ou le revendre à quelqu'un qui a besoin de plus. Mais à quel moment, en fait, on a aussi cette réflexion de la contrainte, quoi. C'est-à-dire, et donc, qui dit quota pose aussi la question des priorités. Je sais que c'est vraiment un sujet qui peut être extrêmement polémique et difficile à assumer, parce que d'ailleurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, entre une personne qui habite dans un appartement parisien au 3e étage, sans ascenseur, donc qui est déjà chauffé par la personne qui habite en dessous, qui habite dans pas une grande surface, qui n'a pas de voiture, etc. Et puis la personne qui habite dans une maison mal isolée, à 30 km dans la campagne, 30 km de son lieu de travail, il est évident que la question des quotas va être extrêmement difficile à régler. Cependant, on a un budget carbone. Et donc, concrètement, cette question de la répartition, on doit se la poser malgré tout. C'est vraiment une question
pas social, mais simplement, il faut que politiquement, on soit prêt à le mettre sur la table, parce que sinon, en fait, on ne s'en sort pas. On dépasse tout et on respecte aucune des trajectoires. Donc, c'est difficile. Et du coup, je ne sais pas si à RTE, comment ça a été vécu. Moi, j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux sur l'histoire des risques de coupure, de la sobriété et tout ça. Combien de fois les photos des panneaux publicitaires dans les stations RER, etc., avec des gens qui disent c'est négawatts, je crois, qui avaient calculé qu'un panneau publicitaire, c'était la consommation d'énergie d'une famille de 4 personnes. Bon, bah, dans ces cas-là, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi, si on n'est pas capable politiquement d'assumer le fait qu'il y a des choses qui sont importantes, qui sont critiques, et puis d'autres qui ne le sont pas, et qu'au même niveau, en fait, la publicité a simplement la survie des habitants dans un logement, c'est vrai que c'est un problème. Je pense que c'est un problème, personnellement. Mais, Et dans le cadre de la crise qu'on a vécue, là, moi, je pense qu'un des effets bénéfiques, c'est qu'il y a eu une vraie prise de conscience de ce type de questions. Et aussi, moi, j'ai quand même eu des échanges avec des gestionnaires de bâtiments de bureaux qui ont pris conscience de tout ce qu'ils pouvaient faire en matière de pilotage du chauffage, de la ventilation, de l'éclairage et également de l'éclairage de panneaux lumineux d'information pour pouvoir réduire leur consommation. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ils témoignent qu'avec quelques gestes et un pilotage un peu plus fin, ils peuvent gagner entre 15 et 20% de leur consommation d'électricité. Donc, clairement, je pense que la crise a permis de réaliser qu'il y avait des optimisations possibles qui n'étaient pas du tout mises en œuvre. Après, ça ne suffira pas et il faudra aller au-delà de cette chasse au gaspillage et faire des choix qui seront un peu plus contraignants. Mais bon, c'est déjà, je pense, un signal positif quand même de voir que on a des marges de manœuvre qui ne sont pas très douloureuses et qui permettent de gagner significativement. Après, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il faut attendre d'avoir une menace de coupure pour le mettre en œuvre. Mais Oui, peut-être Marie-Laure, dans vos ateliers de sobriété où voilà, vous réfléchissez ensemble aux manières d'aboutir à une société sobre, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui en ressort, notamment de cette question de répartition des efforts? Vous avez notamment des professionnels qui y participent. Bah, l'idée, c'est vraiment, vous m'entendez là? Oui. L'idée, c'est vraiment de travailler sur la répartition justement des efforts, l'idée de se dire que la sobriété doit être collective, enfin, vraiment un changement d'organisation collective. Donc, du coup, c'est à la fois les consommateurs, les entreprises et les collectivités. Et avec l'idée qu'effectivement, ça ne doit pas toujours tomber sur la bonne volonté, enfin, être relié juste à la bonne volonté de certains. Dans les mesures, en fait, je ne sais pas comment ça se répartit, mais en tout cas, les mesures les plus efficaces en matière de sobriété, c'est vraiment la baisse de la baisse de la température de consigne, ou plutôt le respect des températures de consigne dans les bâtiments. Et aussi la baisse de la vitesse aussi sur route quand on est en voiture. Voilà. Ça, c'est un point qui a été pas mal soulevé. Vous venez parler des écrans publicitaires. Ben, il se trouve que c'est la troisième mesure de sobriété, le fait de les éteindre la nuit qui a le plus d'effets. Et la quatrième mesure de sobriété, elle n'est pas liée à ça, c'est l'alimentation. C'est-à-dire que c'est le fait, en fait, d'avoir une alimentation qui deviendra moins carnée, plus locale comment on dit, avec plus et moins transformée surtout, qui va permettre aussi d'économiser de l'énergie. Donc on est sur des choses qui sont voilà. Et ça, c'est toutes ces choses-là qu'on aborde effectivement dans les ateliers. Euh, Vraiment se concentrer sur la sobriété. À ne pas opposer effectivement à l'efficacité, ça marche avec le développement des énergies renouvelables. Je voyais qu'il y avait pas mal de questions sur le nucléaire, mais on n'oppose pas le nucléaire à la sobriété. C'est peu importe quelles seront les énergies, les moyens de production, etc. Il faut vraiment se poser cette première question qui est vraiment le premier pilier. Et puis ça va s'organiser plus au niveau local. Donc effectivement, on est dans un pays très centralisé. Mais je crois que de plus en plus, en fait, les collectivités essayent de développer
des stratégies au niveau local pour recentrer les activités vers elles. Alors, bon, il y aura toujours l'attractivité de Paris, hein, mais ça, c'est pas un souci. Mais les collectivités font vraiment des efforts là-dessus. Quand je disais la ville du quart d'heure à Paris, il y a des collectivités franciliennes qui réfléchissent à la ville de la demi-heure, hein, parce que c'est pas toujours très évident d'avoir tout à côté. Donc, l'effort et les réflexions, elles sont quand même très, très engagées là-dessus. Thibaut a parlé du réseau Citaslo. Il se trouve qu'en Ile-de-France, il y a une ville en fait, du réseau Citaslo, hein, qui est Valmondois. Ça vaudrait le coup de savoir pourquoi on n'en a qu'une d'ailleurs. Mais voilà, après, il y en a d'autres qui font un peu la même chose. Donc l'idée, c'est aussi de mettre à disposition tous ces exemples en fait, qui vont dans le bon sens, toutes ces idées pour donner, voilà, pour pouvoir inspirer chaque collectivité et puis les entreprises aussi, effectivement, oui, pour pouvoir les inspirer à aller à vraiment entrer dans ce champ de la sobriété qui n'est pas pour le moment vraiment très, très investi, hein. Ça reste très, très, très timide, hein, puisque la plupart du temps, effectivement, quand on parle de sobriété, finalement, on arrive tout de suite sur d'autres sujets qui sont plus de l'efficacité, alors qu'il y a, je ne sais plus si c'était IC4 ou Carbone 4 peut-être qui avait calculé que les mesures de sobriété, ça pouvait être déjà un quart Oui, c'est des Carbone 4. réductions, hein. C'est ça, voilà, des réductions de consommation. Et ça peut ne pas être douloureux non plus, ça dépend un peu, hein, parce que quand on a dit il faut baisser la température à 19, bon, 19, je ne sais pas si on savait tout ce que ça voulait dire que c'était que 19 degrés dans un bâtiment, en fin de compte. Voilà, on s'en est rendu compte. Et ça dépend des bâtiments. Effectivement, et ça dépend comment on est habillé aussi. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, c'est pas toujours douloureux. Ça peut même parfois être une bonne surprise. Bah, peut-être sur cette histoire de la bonne surprise, il y a une question qui se pose et qu'on voit bien notamment la différence entre différents scénarios qui ont été démontrés, c'est à quel point est-ce qu'on peut faire le choix collectivement d'aller loin dans la sobriété, d'opter par exemple pour les scénarios 1 ou 2 de l'ADEME, pour éviter qu'on ait la sobriété subie, qu'on ait d'une certaine manière, dans ce que vous avez présenté, Benoît Thévard, qui post-effondrement. Donc voilà, quel point, peut-être basé sur les échanges que vous avez eus, vous, Marie-Laure, lors des ateliers, peut-être aussi du côté de Nathalie Lemaître ou de Thibaut Faucon, ou Benoît également, lorsque vous présentez ces travaux, euh, est-ce que vous pensez qu'il est possible que collectivement on fasse tous ensemble les efforts à tous les niveaux pour éviter d'avoir à subir cette sobriété, pour pouvoir la mettre en place entre guillemets volontairement? Et si oui, est-ce que vous voyez peut-être des pistes d'action pour convaincre des changements de comportement? Ah bah, sensibilisation, formation, information. Et puis, quand on embarque les gens, je pense, dans une aventure un peu collective, en travaillant sur les imaginaires. Je crois que les imaginaires, tout le monde l'a évoqué, on l'a tous évoqué. Enfin, changer un peu les imaginaires, on peut y arriver, ce ne sera pas en une fois, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a énormément de travaux qui font entrer la sobriété voilà, depuis l'année dernière. Enfin, il y en avait avant, hein, bien sûr, mais là maintenant, ça foisonne. Et donc, bah, voilà, ça veut dire que c'est plus un sujet tabou, donc c'est déjà une bonne chose. Oui, moi, enfin, c'est plus un sujet tabou, mais ça reste un sujet clivant. Dans les 2 ans de concertation qu'on a menés pour élaborer nos futurs énergétiques 2050, ça faisait la sobriété et les choix de vie que ça entraîne et faisait partie des sujets qui ont donné le lieu au plus de débats. Donc voilà, je pense que c'est un sujet dont il faut effectivement, autour duquel il faut faire beaucoup de pédagogie et donner du sens. Après, voilà, comme je le disais tout à l'heure, moi, je trouve que des expériences comme celles qu'on a vécues cet hiver me donnent de l'espoir sur le fait qu'il y a des gisements, que les consommateurs sont prêts à modifier leurs habitudes. Donc, il faut continuer nos efforts de pédagogie et de dialogue sur ces questions-là. Pour compléter, côté ADEME, alors je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, tous les endroits
à tous les publics auxquels on a présenté les scénarios, ce qui ressort quand on sonde le public, c'est que le scénario S1 et S2 connaissent le plus grand plébiscite en fait. Ça, c'était assez étonnant. Enfin, on était assez surpris de ça, et c'est ce qu'on a retrouvé aussi dans l'échantillon d'une trentaine de personnes qu'on a consulté aussi pour voilà, connaître leur perception, leur accueil des scénarios. Et en fait, là encore, c'est plutôt le scénario S1 et S2 qui emporte les suffrages. Donc S3, S4, voilà, n'étant pas forcément voilà, provoquant, occasionnant un certain nombre d'inquiétudes voilà, liées à la technologie, liées notamment à l'explosion du numérique et puis toutes les problématiques autour du numérique, quoi. Donc, il y a aussi un espoir, et on le sent aussi dans les sondages, ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a une aspiration quand même de la population à vouloir s'investir davantage. Alors après, entre l'intention et le passage à l'action, il y a toujours un écart, mais en tout cas, on sent qu'il y a une envie qui est présente. En ce qui concerne le scénario biorégion, alors c'est vrai qu'il a le mérite d'être un petit peu bousculant, notamment quand on dit qu'il n'y a plus d'Internet. Dans le monde dans lequel on vit, imaginer cette hypothèse-là, rien que celle-là, ne serait-ce que pour un certain nombre de générations, notamment qui sont nées avec Internet et le smartphone dans les mains, c'est juste pas imaginable, pas projetable. En fait, ça a provoqué des réactions. Voilà, j'ai regardé un petit peu ce que ça faisait sur les réseaux sociaux. Et dans tous les cas, et c'est ça que je trouve intéressant finalement avec la prospective, hein, quel que soit le travail, c'est que ça suscite du débat et des réactions. En l'occurrence, sur des scénarios comme celui-là, où on a effectivement, bien sûr, le ralentissement, la déconnexion, etc., le low-tech, en fait, il y avait à la fois du ah non, mais jamais de la vie, jamais de la vie, un truc comme ça, et en même temps du vivement 2050, quoi. Si ça doit ressembler à ça, bah franchement, je veux bien y aller tout de suite, quoi. Et donc, c'est assez intéressant, et je pense que voilà, chaque personne a ses propres ressentis par rapport à la société dans laquelle on vit et son évolution. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas vraiment on n'essaye pas de construire un nouveau récit collectif, quoi. C'est-à-dire qu'on est toujours dans ce truc de la croissance verte, du développement de l'activité économique, de la compétitivité, etc., etc. On a toujours pas changé de ce récit-là. En fait, il est toujours omniprésent et ça reste actuellement le modèle principal. Je voulais juste peut-être évoquer l'expérience de travail de longue haleine qui a été mené dans la ville de Los Angeles, que peut-être certaines d'entre vous connaissent, hein, qui est un territoire dans le nord qui a subi l'effondrement au moment de la fermeture des mines, et qui ont mené un travail un processus de mise en récit, c'est-à-dire de se réinventer. Voilà, quand on est sur un territoire où tout a été laminé, il n'y a plus de biodiversité, il y a plus l'eau, elle est plus potable, tout est pollué, il n'y a plus un emploi, etc. Comment on reconstruit là-dessus? Et tout ce travail collectif qui a été fait pour changer de regard sur son propre territoire, sur sa vie, sur sa propre fierté d'être ce que l'on est, d'où on vient, où est-ce qu'on a envie d'aller, etc. Tout ce travail-là, en fait, c'est un travail qu'on doit faire collectivement parce qu'il faut qu'on réinvente tout. Et tout réinventer, ça suppose du changement de pratique personnelle, changement de pratique collective, et ça ne se fait pas sans effort. Et donc, comment on peut faire si on ne peut pas juste en demandant aux individus de changer leur comportement? Ça sera jamais suffisant. On sait qu'en gros, les éco-gestes, même si tout le monde faisait tous les éco-gestes possibles, on ne ferait même pas la moitié du boulot. Donc, ça veut dire si on ne fait pas ce travail collectif de où est-ce qu'on a envie d'aller, et là aussi, il y a une responsabilité politique là-dessus, et ben, en effet, je crains que ça soit vraiment difficile. Donc, il faut qu'on soit embarqué dans cette construction d'un nouveau récit. Je ne dis pas qu'on soit embarqué dans un récit qui descend d'en haut, mais il faut qu'on soit embarqué dans ce processus de construction d'imaginaire qu'évoquait Marie-Laure et d'essayer de se projeter dans quelque chose. Et moi, bon, voilà, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais je suis ingénieur. J'ai fait beaucoup de conférences dans lesquelles, encore une fois, j'ai montré des courbes, des graphiques et j'ai expliqué, regardez, en fait, ça ne va plus être possible.
Et en fait, ça ne change pas la vie des gens. Voilà, il faut toucher l'affect, il faut changer les aspects culturels, les imaginaires, en effet. Et là, en fait, tout ça, c'est un travail aussi qui peut prendre du temps. Donc, c'est difficile de savoir si ça sera réalisable ou pas dans les temps qu'on a. Si on regarde les courbes du GIEC, on voit qu'il n'y en a plus beaucoup de temps quand même. Donc, on a intérêt à se botter les fesses. Très bien. Moi, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir à ça pour un dernier mot. Sinon, ouais, en tout cas, je pense que cette question de voilà, comment est-ce qu'on peut choisir d'adopter cette sobriété pour éviter la catastrophe et puis cette question de la mise en récit aussi, de choisir collectivement et pas juste agir individuellement avec des éco-gestes, mais tous ensemble choisir un projet de société. Et on a vu aujourd'hui que différents modèles existaient. Il y a des choix à faire. Mais j'espère qu'en tout cas, qu'avec cette conférence, on a pu vous donner quelques clés pour justement faire ces choix, voir les différents modèles possibles qui peuvent différer du modèle actuel en se projetant à 2050. N'hésitez pas en tout cas à partager ce café climat. Il sera disponible bientôt sur notre chaîne YouTube dans les jours à venir en replay. Je vais essayer de vous mettre là avant de déconnecter les liens des différents rapports qu'on vous a évoqués aujourd'hui si vous voulez aller les consulter pour en savoir plus. Éventuellement, n'hésitez pas peut-être dans les 5 minutes qui restent, les autres, si vous pouvez répondre à une question dans le chat, le temps que je mette les liens. En tout cas, merci beaucoup déjà aux panélistes qui étaient là pour ces échanges très, très intéressants, qui auraient pu durer encore plus. Mais bon, il ne faut pas abuser des bonnes choses et chacun doit aller manger maintenant. Et puis merci aussi à tous les spectateurs qui sont encore là pour votre participation. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci à vous. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée.